Aujourd'hui, dans notre deuxième épisode, on reçoit Florent Mondon et Charles-Édouard Lissenly, mes anciens profs d'histoire géo et de français au collège. L'un est devenu principal adjoint d'un autre collège, tandis que l'autre a quitté le collège pour aller enseigner au lycée. Dans cet épisode de près de 2 heures, nous allons parler de la thématique des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle ou encore du métier de professeur aujourd'hui, des conditions de travail et du futur de ce métier. On a à peine lancé notre podcast, alors on a besoin de soutien. Abonnez-vous. Alors, t'es prêt? Je suis prêt. T'es sage. Oui, votre honneur. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter, dire d'où vous venez, qui vous êtes et votre parcours? Je commence? Très bien. Je m'appelle Charles-Édouard Lissenly, je suis enseignant actuellement en poste au lycée Aliénor d'Aquitaine à Poitiers et j'enseigne les lettres modernes, ce que les élèves appellent le français. Très bien. Et Florent Mondon, donc principal adjoint du collège Léonard de Vinci à Romorantin, ancien professeur d'histoire-géographie. EMC et curiosité, si on va au-delà. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet de professeur aujourd'hui, ce que c'est. Bon, même si maintenant vous êtes principal, vous avez quand même l'expérience de professeur. Donc on a une première question. Est-ce que vous pourriez nous raconter chacun votre tour, votre première année en tant que professeur, si vous vous en souvenez? Oui, alors, je pense qu'on s'en souvient, parce que ça s'oublie difficilement la première année. Ouais. Oui, moi j'ai démarré comme contractuel en Charente, dans un tout petit collège privé sous contrat. J'étais assez impressionné en fait au début. On est largué dans le grand bain sans vraiment, quand on est contractuel à l'époque, sans véritablement de préparation. Hormis la maîtrise disciplinaire de la matière qu'on est censé enseigner. Et il faut apprendre énormément de choses sur le tas. Comment gérer une classe, qu'on parle de gestion de classe beaucoup dans le métier, comment arriver à distribuer la parole, comment concevoir ses premiers cours, arriver à respecter le programme, et en même temps arriver à susciter un peu d'intérêt de la part des élèves quand même, pour qu'ils essayent d'accrocher, et surtout qu'ils ne sentent pas que vous êtes un complet débutant, parce que à partir du moment où c'est su, forcément ça devient beaucoup plus difficile, et donc il faut arriver à, je sais pas ce que t'en penses, tu diras, mais j'ai l'impression qu'il faut arriver à être un peu acteur aussi, et arriver à incarner à la fois sa matière, son discours et sa propre posture pour arriver à la rendre crédible aux yeux des élèves. Donc oui, c'est une année qui est très riche, hein, je trouve, où on n'a vraiment pas le temps de s'arrêter et de profiter un peu des avantages en quelque sorte de l'enseignement, et on n'en retire pas beaucoup de plaisir, je pense, au début, parce qu'on est en phase d'apprentissage en permanence. Oui. Et c'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas si tu as eu la même impression. On apprend autant que les élèves à ce moment-là, hein, ça c'est sûr. Mais effectivement, j'ai la même... alors, pas la même expérience, parce qu'effectivement, ma première classe, je l'ai saisie en tant que stagiaire, pas contractuel, mais... Alors, la différence quand même, contractuel, effectivement, on est pris directement dans le bain, effectivement, parce qu'on n'a pas le concours encore. Ouais. On désire enseigner, et donc ça anime la même chose. Par contre, effectivement, on n'a pas le statut de titulaire, et donc on n'a pas, malheureusement, quand on est contractuel, accès à la formation. Ouais. Mais étant stagiaire 18 heures d'entrée de jeu... Donc... Ah oui, t'étais stagiaire 18 heures. Oui, toi. À cette époque-là, c'était 18. Là. Et mais il commence pas à être désagréable. Et une journée dans la semaine de formation. Ce qui veut dire que c'était très, très, très dense. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai pas fait de différence avec les collègues contractuels, parce qu'on était dans le même bain. On a dû faire les mêmes choses immédiatement. Et effectivement, faut être honnête, on apprend sur le tas. On apprend à devenir Monsieur Lissenly ou Monsieur Mondon à la place de Charles Lissenly ou Florent Mondon. On apprend plein de choses, énormément de choses. On apprend à se mettre en colère avant d'être en colère, à ne pas montrer trop d'émotions, même si des fois on a vraiment envie de fondre en larmes sur certaines situations, parce que ça nous tient à cœur. Oui, effectivement, c'est acteur. J'en parlais pas plus tard qu'hier à de nouveaux principaux adjoints, anciens professeurs, et on était tous convaincus de ça. On avait une part... on fait 18 heures de représentation dans la semaine devant un public qui change toutes les heures. Ouais, exactement. Mais est-ce que justement, apprendre sur le tas, ça ne permet pas derrière, dans votre carrière, d'être justement plus forgé que si on vous avait donné un mode d'emploi qui était déjà tout prêt au final?
ça crée une richesse. Oui. Ça, c'est sûr. Ça crée surtout le fait qu'on s'adapte à soi et aux autres. On ne peut pas... souvent, on le dit aux stagiaires naïvement, même à ceux que tu as pu avoir, parce que généralement, j'en avais pas. Moi. Mais toi, tu les avais. J'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu aussi, mais bon, ils sont pas finis professeurs. Mais et tant mieux pour eux, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on leur dit souvent, faut être naturel. C'est pas simple d'être naturel les premières heures. Mais comme quand on passe devant un média, comme quand on crée quelque chose, on ne peut pas être naturel. Oui. Pourtant, il va falloir l'apprendre. Oui, c'est vrai que moi, comme j'ai appris sur le tas en tant que contractuel, c'est vrai que quand j'ai fait une pause au bout de 6 ans et que j'ai repris mes études pour passer le concours, oui, intégrer le master MEF à l'époque, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, oui, ça m'a donné clairement des références que les jeunes qui sortaient de licence à ce moment-là et qui se sont inscrits au même master n'avaient pas. J'avais déjà 6 ans d'ancienneté, les thèmes qui étaient abordés au cours de la formation ou dans la construction des cours, etc., c'était quelque chose qui effectivement moi me parlait déjà, ce qui m'a permis de corriger aussi des défauts de posture que je pouvais avoir ou des choses qui fonctionnaient un peu moins, d'avoir un éclairage sur ce qui éventuellement avait pu me poser des difficultés durant cette première phase de ma carrière. Oui, ça m'a donné un énorme avantage pour repasser le concours après, c'est sûr. Et quand je me suis retrouvé devant le jury à l'oral et que dans l'épreuve sur dossier, on vous demande comment vous auriez animé telle séquence de cours, ce que vous auriez fait comme activité, ce que vous auriez aimé faire avec les élèves ou pour les élèves, il est évident que j'avais tout un tas déjà de références de ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et dans les questions sur le fonctionnement de l'institution, il y avait déjà énormément d'instances que je connaissais, donc quand la question est tombée dessus, évidemment, c'était quelque chose d'un peu plus naturel pour moi. Mais oui, je rejoins ce que dit Florent, on apprend à être quelqu'un d'autre que soi, et en même temps, on apprend à gérer une posture professionnelle au fur et à mesure. Moi, le gros avantage que j'ai eu, même si c'était pas vraiment pratique sur l'instant, c'est que j'ai changé plusieurs fois d'établissement durant les 6 années où j'étais contractuel. Donc j'ai vu 3 manières de fonctionnement d'établissement différentes, 3 équipes différentes. J'ai eu 3 fois une équipe de collègues avec qui fonctionner, à qui il fallait que je m'adapte aussi, et 3 typologie d'élèves un peu différentes. J'ai fait un petit collège qui était le seul collège de l'académie à avoir un internat, rien qu'à lui. J'ai fait un collège en zone très rurale et un collège de centre-ville. Donc forcément, j'avais des typologies un peu et des problématiques différentes à rencontrer au niveau des élèves. Ça donne, je pense, un panel assez représentatif de ce qu'on peut voir. Et oui, apprendre sur le tas, c'est utile. Il faut être capable de le faire quand même. Il faut quand même bien se connaître et se dire oui, je suis... J'allais dire corvéable, un peu en fait au début, un peu au début. Hein, il faut être en capacité d'accepter, que de pas avoir un emploi du temps formidable et de prendre sur tout ce qui reste, d'avoir les classes qui restent, d'accepter d'être prof principal de classe qui reste aussi. Donc moi j'ai été beaucoup professeur principal de 3e parce que ça n'arrangeait pas les collègues titulaires de les prendre. Donc ça aussi, tout ça je l'ai appris sur le tas. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y consacrer une bonne partie de sa vie personnelle au début. C'est le défaut de ne pas avoir de formation, en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps perso est très réduit en ce début de carrière-là. Okay. Comme on ne sait rien faire, il faut tout apprendre. Donc ça demande beaucoup de sacrifices personnels, à ce moment-là, en tout cas. Oui, en quelque sorte, oui. Oui, je pense. Et beaucoup de temps d'échange avec les collègues, effectivement, la formation, on l'a fait par là. L'IUFM en apporte une partie. Effectivement, on est... Contrairement au STAPS, donc le sport, ils ont une formation qui est extrêmement complète, effectivement, et qui a toujours été renommée pour être complète. Oui. Quand on sort directement de la fac en disciplinaire, on ne connaît que cette discipline, voire pour l'histoire géo que son époque. Donc c'est un peu complexe. Ouais, c'est sûr. Mais après, effectivement, on a de très belles rencontres. Alors à l'IUFM, ça évolue avec le temps. C'est pas l'école normale, c'est l'université encore. Mais surtout, on a des échanges. Et on apprend de ces échanges. Ok. Et donc pourquoi avoir choisi d'être plutôt professeur au collège plutôt qu'au lycée, ou alors professeur des écoles en primaire et maternelle, c'est quand même encore plus différent?
Oui, alors ça c'est une bonne question à poser aux collègues d'école élémentaire et de maternelle. Alors moi je n'aurais jamais pu le faire, déjà. Maternelle, primaire, non. J'avoue que je les admire. Oui, on est assez admiratifs, mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a dit plusieurs fois, on est admiratifs de leur travail. Ils sont vraiment à la base de tout le système éducatif et c'est vrai qu'ils vivent parfois des choses qui peuvent être difficiles, parce qu'ils sont seuls face à leur classe, toute la journée, toute la semaine, souvent seuls face aux parents. Très rares sont les directeurs d'école ou directrices d'école élémentaires qui sont complètement détachés, qui ont effectivement que ça à faire de leur semaine. Alors pourquoi prof en collège ? Moi on m'avait posé la question à la sortie, une fois que j'avais eu le concours, si je préférais une affectation en collège ou en lycée, et j'avais répondu plein de fougue, de morgue et de prétention, parce que c'est là où il faut être. Je pense qu'effectivement... toi. oui, ça t'étonne pas de moi, oui, tu m'étonnes. Mais oui, j'avais répondu c'est là qu'il faut être, parce qu'effectivement, je pense qu'avant de constater le niveau des élèves au lycée à l'orée du bac, il faut d'abord, je pense, accepter de les prendre en charge, de leur enseigner quelque chose au niveau du collège déjà. Il y a des choses à construire. Je prends souvent la métaphore de la construction d'une maison avec les élèves quand je parle d'apprentissage. Effectivement, d'abord on va couler la chape, ensuite on va dresser les murs et on ne s'occupera du toit qu'à la fin. Oui, c'est sûr. Donc ça, même si effectivement, alors les gens du BTP me corrigeront, mais oui, on peut faire des choses un peu en parallèle évidemment. Il y a plusieurs types de choses à construire en même temps. C'est aussi pour ça que l'éducation c'est une forme de répétition. Il ne faut pas hésiter à répéter. Alors que ce soit le strictement disciplinaire ou le vivre ensemble aussi. Ça fait partie aussi des apprentissages. Et comme on n'est pas l'instruction nationale, mais l'éducation nationale, c'est un projet au long cours. La scolarité d'un enfant, c'est 15 ans. Il commence à 3 ans, il doit sortir à 18. C'est 15 ans de sa vie. Et ça représente 7 à 8 heures par jour pour lui. Donc on occupe plus de la moitié de sa journée en estimant qu'il dort au moins 8 heures par nuit. En tout cas, je lui souhaite à cet ado. Ouais. Mais oui, on représente la moitié de sa journée pendant 15 ans de sa vie, sur approximativement 9 mois de l'année. Donc c'est beaucoup de choses. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, il faut commencer par gérer... des classes dans lesquelles on a encore besoin d'apprendre, besoin de construire des repères. À la fois sociaux, à la fois sociétaux, et puis disciplinaires et éducatifs. Donc je pense qu'il faut commencer par être prof en collège d'abord. Je pense que c'est une super expérience d'abord. Et d'un point de vue disciplinaire, ça demande aux enseignants de vulgariser leur matière. C'est-à-dire que là, on ne va pas se cacher derrière le niveau universitaire qu'on peut avoir, il faut s'adapter à son public. Et je crois qu'il n'y a rien de plus constructif que d'avoir un grand niveau dans sa discipline et de devoir rencontrer des élèves qui sortent tout juste de CM2, qui sont très impressionnés par leur première rentrée en collège et qui ne peuvent absolument pas comprendre ce que vous êtes en train de raconter si vous ne le vulgarisez pas, quelle que soit la matière. Donc je crois qu'il faut savoir s'adapter. C'est une bonne école pour les enfants, mais c'est une bonne école pour soi aussi, je pense. Pour soi, oui. C'est de l'humilité à chaque fois, même si on feint de tout savoir, on a toujours peur de louper. Moi, j'ai eu un grand sentiment de... Mais bon, il le sait. J'ai toujours eu l'impression d'être illégitime. Donc, il y a un moment donné, ça se travaille aussi. Ouais. C'est ce qu'on dit d'ailleurs aux collègues. Il faut que tu penses que tu es légitime, tu es devant la classe. Et ils attendent que tu sois légitime pour pouvoir apprendre et être à l'aise et en sécurité, parce que sinon, l'élève ne peut pas apprendre. Mais oui, en collège, parce que j'ai pas aimé le collège. Parce que je voulais faire aimer ça. Parce que je voulais pas faire subir ce que moi j'avais... J'avais passé de très très bons moments en classe et de pas très bons en dehors. Je voulais pas que ça arrive. Donc c'était ça aussi. Et c'était... on a tendance à dire que c'est pompeux de le dire et ça devrait peut-être pas être vécu comme ça, mais il y a une forme de vocation quand même, parce qu'on s'occupe des autres. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et le lycée, parce que sentiment d'illégitimité, j'avais l'impression que non, je ne pouvais pas. Et donc j'ai commencé en collège, puis je me suis dit, mais non, en fait, c'est là où je dois être.
C'est là où ils ont besoin de garder leur curiosité et de s'ouvrir à une forme d'esprit critique, mais surtout la curiosité. Et puis s'ils peuvent avoir de la fraternité au passage, mais ça serait magique. Donc on y reste. On y reste, oui. On y reste. Et pourtant, on a tous les deux changé. Hein. On a tous les deux bifurqué. On a fini par bifurquer, tu vois. Donc parce que tu aides autrement et j'aide autrement. C'est-à-dire que là, l'objectif maintenant, ça a toujours été d'aider. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier avec l'idée que on va asséner, on sort de cours et voilà. Malheureusement, ça peut le devenir parce qu'il y a des fois certains collègues qui sont peut-être un peu plus désabusés parce qu'ils ont du mal, parce qu'ils ont changé et que l'époque a changé en même temps. Et les temps changent, comme disait le poète. Et on ne sait pas qui finalement change le plus vite, mais en tout cas, c'est pareil, il faut aider un maximum de collègues là-dessus aussi. Tout change, mais effectivement, le collège, lui, c'est une source, c'est une richesse. Oui, là où je te rejoins, c'est qu'on on fait pas ce métier pour soi. Ça, c'est sûr. Ah oui. On fait pas ce métier pour soi. On le fait vraiment à destination. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu tous les deux, semble-t-il, parce qu'on a quand même travaillé 6 ans ensemble, quasiment tous les jours. Plaignons les élèves et les collègues. Oui, cœur sur vous, les élèves. Oui, on le fait pas véritablement pour soi. On le fait pas. C'est vrai que le terme de vocation, comme il a une connotation religieuse, il est un peu curieux. Je sais pas si on reçoit un appel, comme au sens religieux, comme les gens peuvent rentrer dans les ordres. J'ai entendu Vive la République. Je suis rentré. Voilà, toi t'as entendu Vive la République, t'es rentré. Moi, c'est vrai que c'est plutôt un coup de pied au derrière de mes enseignants d'université qui m'ont dit arrêtez vos engagements un peu à droite et à gauche là, allez enseigner, ça vous fera du bien. Et donc je l'ai pris un peu comme un défi un peu personnel. Je les vois. Oui, bizarre. Hein. Mais oui, ils m'ont dit voilà, faut que vous alliez. Et puis effectivement, ils m'ont dit il faut commencer par la base, quoi. C'est-à-dire c'est ça. Comme souvent les gens qui sortent de l'université se disent j'aimerais peut-être soit être chargé de cours pendant une thèse, soit devenir maître de conférence à la fin, etc. C'est tout à fait prestigieux, tout à fait honorable et vraiment, c'est des carrières que j'envie, parce que moi j'aurais adoré faire ça aussi. Et dont on a besoin pour enseigner au collège. Et on a quand même besoin effectivement d'un niveau certain et d'avoir ces gens d'un niveau certain pour nous enseigner effectivement, pour qu'on puisse nous-mêmes après passer le relais chez les plus jeunes. Mais c'est vrai que commencer au collège, c'est il y a une forme de passage de relais aussi un peu dans la société qui est pas inintéressante. Mais c'est vrai qu'on le fait pas exactement pour soi, même si effectivement quand on a conscience que ça se passe bien, que les élèves font un bon retour, que les parents d'élèves vous disent ils ont l'air contents quand même avec vous, etc. C'est hyper flatteur parce qu'on se dit mon truc. Alors on peut ne pas se sentir légitime ou on peut avoir du mal à se lancer, mais quand on a des retours effectivement positifs, on se dit c'est quand même chouette comme métier, quoi. Donc pour vous plus personnellement, devenir principal adjoint, c'était un choix? C'est un choix, oui. Il m'a fallu quelques temps pour pas assumer ce choix, mais en tout cas aller de l'avant. C'est-à-dire me dire, en fait, le plus dur, là, actuellement, c'est quitter la classe. Ouais. Ne plus avoir les élèves, ne plus avoir la satisfaction du regard de l'élève qui a compris, qui maintenant sait que sur ce sujet-là, il va pouvoir échanger avec les autres parce qu'il a la notion. Ou il pourra donner son avis parce que ça y est, il l'a compris. Ça manque énormément. C'est vrai, parce que principal adjoint, c'est encore plus complexe pour les proviseurs adjoints, c'est-à-dire que là, on voit moins les élèves, ou alors on voit des fois ceux que l'on doit aider un peu plus que les autres, parce que c'est très compliqué pour eux. Et on voit principalement, bien sûr, les collègues, et on est là pour, cette fois, peut-être tout autant aider les élèves, mais principalement aider les collègues, enfin beaucoup plus, les soutenir, les porter, les aider, des fois les guider parce que c'est complexe. Tous les navires sont dans la tempête, donc on est bien obligé d'y aller. Mais, c'est une belle métaphore. Oui, mais effectivement, c'est
c'est aider, faire en sorte que personne tombe à l'eau et que tout le monde soit quand même en partie content du voyage, du chemin. Parce que le but, à la rigueur, pour certains, ça va être la retraite, et bien mérité. Et d'autres, ça sera peut-être également, parce que de plus en plus, c'est très compliqué maintenant d'envisager un métier à vie. Et de plus en plus de collègues n'envisagent plus la carrière à vie. Et là aussi, il faut les accompagner. Ouais. En tout cas, pas sans ces évolutions, effectivement, de dire je vais changer un moment de poste ou de posture. C'est que la vision est très très différente. Nous, on a eu, effectivement, on avait l'impression que devenir prof, c'était page 42, exercice 2. Oui, parce que nous l'avons vécu comme élèves. On oublie souvent, enfin les élèves oublient souvent que les enseignants ont d'abord été des élèves aussi. Ah oui, on n'est pas né vieux. Oui, on n'est pas né vieux. Et les élèves ont tendance à pas se rendre compte aussi. Alors moi, je leur dis de temps en temps, de moins en moins souvent d'ailleurs, c'est bizarre. Mais en fait, on se souvient de ce que c'était quand on était élève. On n'a pas forcément que des bons souvenirs non plus. Et on essaye d'être les profs vraiment qu'on a préféré. En tout cas, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, c'est vrai que j'entends parfois des profs que j'ai eus au collège et au lycée. Et je me dis, ça, je leur dois quand même quelque chose, parce qu'il y a des postures, des expressions, des mimiques qu'on essaye d'imiter un petit peu. J'ai jamais pu remercier vraiment Désolé, parce qu'il me manque un peu, mais j'ai jamais pu le remercier. Ce prof qui m'avait aidé. Ouais. Et... Monsieur Lamoureux, oui, j'avais téléphoné, il avait Alzheimer. C'est terrible. Et j'en veux pas non plus quand même à la collègue qui m'avait dit de toute façon vous ferez jamais rien de votre vie avec vos phrases toutes faites. Une prof t'avait dit ça ? Bien sûr. D'accord. Et, okay. Ça a été un défi finalement. Oui. Comme quoi ça. Mais parce qu'on a été élève. Parce qu'on le sait ça. Vous l'avez déjà vécu, donc c'est forcément plus simple derrière de ne pas refaire les erreurs que vous avez vues en tant qu'élève, quoi. Mais on en a sans doute fait. Oui, on s'est trompé. Oui, puis c'est obligatoire. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Je veux dire, les enseignants sont des êtres humains qui se trompent, qui ont des biais, qui peuvent être de toute nature d'ailleurs, qui font des erreurs. Alors, en tout cas, on a essayé de le vivre comme ça, et j'espère que c'est comme ça aussi. Mais des erreurs qui sont faites de bonne foi, dans l'intérêt collectif, soit d'une classe qui essaye d'avancer, soit vraiment dans l'intérêt d'un élève dont on ne sait pas tout. Il faut pas oublier qu'on n'a pas tous les éléments non plus, à la fois personnels, familiaux, sociaux, etc. Même si on peut collecter beaucoup d'éléments, mais on n'a pas accès à la vie entière de l'élève ni à sa personnalité. Et c'est vrai qu'il faut éviter, bien évidemment, de coller des étiquettes sur des enfants, parce que ce sont des enfants, jusqu'à ce qu'ils aient leurs 18 ans révolus et bac en poche, on le souhaite. Ce sont des enfants. Donc oui, il faut cette prudence, par exemple, dans le lien à l'élève, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand on démarre pas sa carrière en étant extrêmement sexe, généralement ça va mieux après, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette nécessité de mise à distance, il y a cette nécessité de devoir... de temps en temps, on nous demande de trancher. Et ça, c'est pas tout à fait simple, en fait. On demande aux élèves de faire des choix très tôt. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est discuté, mais on demande aux élèves de faire des choix très tôt, que ce soit à la sortie du collège, puis ensuite... les spécialités pour le bac, quel que soit le bac en question, de s'inscrire à Parcoursup et de rentrer dans la machine à orientation qui n'est pas toujours bien vécue, et on peut tout à fait l'entendre. Et on demande aux enseignants parfois de trancher, quoi. C'est difficile de trancher. Alors, on est un groupe d'êtres humains avec nos limites. C'est très compliqué d'accompagner. Alors parfois, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que accompagner ça peut être vécu comme tranché, mais voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, les conseils de classe peuvent être vécus comme des tribunaux. Il faut faire en sorte que ça soit pas vécu comme ça, et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on nous demande quand même de porter un jugement à un instant précis sur un ensemble de performances. Et ces performances ne sont pas que scolaires. C'est des compétences sociales aussi parfois. C'est des compétences relationnelles. C'est une posture. C'est très difficile
d'arriver à porter quelque chose qui ne soit pas un jugement, mais ce qu'on appelle une évaluation, une évaluation à un moment et qui soit complètement décorrélée d'un rapport humain quand même. Parce que quand vous faites une réflexion à un élève, il y a quand même une chance sur 2 qu'il le prenne mal, à tort ou à raison. Parce que parfois, on dit des choses et puis ça peut être mal pris. Il faut savoir le détecter, ça s'apprend aussi, et dire « Ah, excuse-moi, voilà, je me suis pas bien exprimé, je n'aurais pas dû le dire comme ça. » Ou bien de dire « Nous nous sommes mal compris et ce n'est pas grave. » Voilà, ça arrive aussi. Et c'est vrai que rappeler régulièrement aux élèves que nous ne sommes pas parfaits et on ne prétend pas l'être. Mais alors vraiment, enfin puis vraiment... je ne pense pas, honnêtement, avoir croisé un collègue qui se prétendait parfait. Spontanément, j'ai parlé au masculin. C'est très intéressant. Ça inquiète. Mais oui, mais ça nous aurait inquiété. C'est-à-dire que des collègues qui maîtrisent extrêmement bien leur sujet, on en rencontre. Oui. Des collègues qui maîtrisent extrêmement bien le relationnel, on en rencontre. Par contre, des collègues qui prétendent avoir raison sur 100% des cas qu'ils ont rencontrés, ouais, moi j'en ai pas rencontré, et en tout cas... Et tant mieux. Et tant mieux, et il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que moi j'en fais pas partie, je pense que tu es d'accord avec cette observation-là, et qu'il faut surtout pas l'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sûr de son fait, je pense qu'il faut penser à autre chose. Et alors moi je me posais une question, pardon. Allez-y. Le fait que tu sois devenu principal adjoint, tu le vis plutôt comme un pas de recul en dehors de cette salle de classe que tu avais, et donc un pas de recul vis-à-vis de ces élèves que tu vois sous un autre angle, avec d'autres problématiques que tu n'avais pas forcément en tête, ou dont tu n'avais pas conscience, ou auxquelles tu n'avais pas accès quand tu étais enseignant? Ou est-ce que tu dirais que là, vraiment, tu es passé dans une dimension qui est totalement différente et dans laquelle tes réflexes de prof doivent être oubliés pour avoir cette nouvelle posture? T'as vraiment l'impression d'avoir un regard plus surplombant? Comme quand tu es différent? prof, t'oublies pas que tu as été élève, en tout cas vaut mieux pas. Je pense pas qu'un personnel de direction doive oublier qu'il a été pour la majorité d'entre eux. Il y a des CPE, il y a aussi des professeurs des écoles, et il y en a maintenant qui viennent d'autres branches, mais ne pas oublier qu'on a été prof, oui, mais après c'est pas un recul, c'est que c'est un autre angle. Alors, je vais éviter de dire un angle plus haut parce qu'après, il y aurait une notion de hiérarchie qui est particulière. Tu vas avoir du mal à y échapper. Voilà, mais en tout cas, c'est un autre angle qui permet normalement d'englober au maximum et en fonction de ses capacités, mais c'est dense, c'est très dense, parce qu'il faut être à la disposition de chacun et également avoir cette vue... qui permet normalement d'englober la situation tout en protégeant chacun. C'est-à-dire que ce que dit Charles est important, c'est-à-dire que quand on voit qu'un élève va pas bien, et bien sûr que humainement ça nous brasse, ouais. C'est logique, parce qu'on aimerait juste qu'il soit bien. Et pas seulement pour être disponible pour les cours, hein. On aimerait simplement que tout se passe bien. En fait, on est des gros utopistes. Mais c'est pas faux. Hein. Mais effectivement, il y a des fois où là, j'ai appris que il ne valait mieux pas qu'un collègue qui rentre en classe devant des élèves ait toutes les situations. Sinon, il serait englouti par une masse de choses. Il pourrait pas le faire sereinement. Et c'est déjà très compliqué d'être serein. Parce que justement on est toujours en alerte, hein. Vous le savez bien tous, parce que vous a quand même pas mal observé pendant des heures. Et là, mais oui. Ne serait-ce que pour pas entretenir les biais dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire qu'effectivement le fait d'avoir accès à certaines informations fait que on n'a pas ce naturel. Effectivement en cours, on a l'impression de marcher sur des œufs tout le temps. Il faut qu'on soit extrêmement prudent, voire méfiant sur certains discours qui pourraient être mal perçus, mal entretenus, etc. Enfin, je veux dire, des situations, alors en histoire géo, en littérature, on en a plein, de sujets qui vont être abordés, qui peuvent effectivement tendre un groupe, qui peuvent faire écho à des situations personnelles d'élèves
qui, de préférence, n'ont pas à éclater effectivement en classe parce que c'est pas le lieu pour eux. C'est-à-dire que c'est pas le lieu. On aurait tendance à dire pour le prof qui fait son cours, qui a un groupe à mener, mais c'est déjà pas une situation à vivre pour un élève que de craquer devant ses camarades dans une situation dans laquelle il est censé se sentir bien. Et c'est vrai, oui, je te rejoins. Un professeur de craquer aussi. Un professeur de craquer aussi, bien sûr. Non, mais bien sûr, on a aussi un vécu. On ramène malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend des situations, mais on ramène notre bagage aussi, nos situations personnelles, familiales, et on doit arriver à avoir une discipline d'esprit suffisamment forte pour arriver à l'ignorer le temps où effectivement nous faisons notre représentation, quoi. Et c'est très compliqué, mais humainement c'est très enrichissant. C'est très riche. Donc, pas de chance. Aujourd'hui, les deux plus bavards. Mais c'est tant pas mieux. de bol. Il y a de la matière. Donc depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il y a l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Je pense qu'Internet, ça a été une bonne partie de votre carrière déjà, mine de rien. Mais les réseaux sociaux, c'est un peu plus récent. Est-ce que vous trouvez que ces dernières années, justement avec la montée de TikTok par exemple, vous trouvez que ça a beaucoup changé votre métier, notamment à cause de ça? C'est-à-dire que nous, il ne faut pas oublier une chose. Également, on va revenir, donc on est quand même nombreux dans ce cas-là. On nous a pas appris Internet. Oui. On avait une dizaine d'années, on avait les premiers ordi connectés, on avait du 32K, du 34K, pardon, ça faisait un bruit de dingue, et surtout quand on rentrait chez soi, le téléphone il était sous le contrôle des parents, et la porte fermée, où on n'en avait pas. Où on n'en avait pas. Pour avoir Internet, il fallait qu'il raccroche déjà. Pas de la négociation. Ou qu'il ne décroche pas, ou qu'il ne décroche pas. Vous n'avez pas connu ça, les jeunes. Et non. Et de l'autre quand côté, vos parents décrochaient le téléphone quand vous étiez connecté, il n'y avait plus de connexion, c'était fini. C'était un moyen. Et effectivement, une fois la porte fermée du domicile, le harcèlement était dehors. Enfin, lâchons le mot, il y avait ça. Après, ça nous a permis aussi... tu me diras si c'est une bêtise, parce que je vais exprimer une pensée que je pense commune, à voir. Mais vas-y. Internet, ça a été vécu par nos professeurs comme un potentiel piège, et justement, il ne fallait pas recopier Encarta à l'époque. Il ne fallait pas recopier ce qu'on trouvait dessus, parce qu'il y avait plein d'âneries. Donc ils nous disaient, voilà, on va essayer de vous forger l'esprit critique pour savoir que... Mais surtout, vous ne faites pas ça. Les réseaux sociaux arrivent, donc bien sûr, nous, on a été sur le réseau des vieux, Facebook, mais également sur Messenger, où on poquait tout le monde. Et finalement, mais nous, on a vécu les réseaux sociaux, enfin moi je l'ai vécu comme une avancée aussi. C'est-à-dire, ça permettait de relier des amis qui étaient éloignés, donc c'était une avancée, ça permettait de relier. Et arriver, comme toute création humaine, parce qu'Internet est l'une des plus grandes et des plus formidables inventions depuis l'imprimerie, mais il y a également toute la bêtise humaine qui est dessus. Et comment faire le tri? Alors nous, on l'a fait de façon empirique, parce que personne ne nous a appris à le faire. Personne. Le portable, on l'a eu, je l'ai eu à 18 ans. Donc on a appris à utiliser un portable, on a appris à utiliser un smartphone après, quand c'est apparu. Voilà. Mais on n'avait pas tout ça directement. Donc on a pu jauger. On s'est dit, tiens, volontairement, je m'y inscris pas. Maintenant, effectivement, et c'est toujours une chance, il y a énormément de choses à apprendre du numérique. Maintenant, peut-être que la plus grande chose à apprendre, c'est apprendre à se mettre à côté et à s'ennuyer. Oui, c'est vrai. Pour réfléchir. Parce que effectivement, les réseaux sociaux sont une formidable invention. Malheureusement, ça nous a créé énormément de soucis. Oui. Notamment autour de la concentration. La concentration, c'est l'ennui pour moi en classe. Enfin, quand je m'ennuyais en classe, dans cette souvenir, avec Monsieur Lamoureux d'ailleurs, je dessinais des cartes de l'Europe en pensant envahir l'Angleterre avec des troupes de 35 000... enfin bon, bref. Mais je m'ennuyais, je rêvais. Et ça m'a appris autre chose. J'espère maintenant que les élèves, que les collègues ont devant, et donc les élèves que j'ai dans l'établissement, à un moment donné, comprendront l'intérêt de l'ennui. Oui, oui, c'est vrai. Donc ils peuvent utiliser les réseaux, mais il faut
il faut connaître, il faut savoir, il y a un esprit critique à avoir là-dessus, et malheureusement, ils l'ont sans avoir d'esprit critique, parce que c'est peut-être trop tôt, j'en sais rien. Il y a un danger permanent, parce que là où nos parents fermaient la porte et le téléphone était fermé, quand on était harcelé, c'était une sacrée bulle d'oxygène. Ouais. Là, maintenant, il n'y est plus. Oui, effectivement, et on a cette dimension où... alors moi je suis tout à fait d'accord sur la vision qu'on a pu avoir sur notre tranche d'âge de l'arrivée d'Internet chez nous, puis après de l'arrivée des réseaux sociaux, quand bien même d'ailleurs moi j'ai eu ma première inscription sur un réseau social, c'était très tard, parce que j'avais déjà 26 ans. Mais donc à peu près 10 ans après tout le monde. Mais T'es rattrapé depuis. ce que je trouve... je t'en remercie. Enfin, je dis ça. En effet. Oui, non, mais en effet, parce que c'est... Oui, mais tu n'as pas tout à fait tort, parce qu'en fait, parce que moi j'avais fini mes études, je commençais à travailler, etc. quand je me suis inscrit là-dessus, et assez rapidement, outre le fait de reprendre contact avec des copains perdus de vue depuis longtemps, ou d'aller échanger sur des sujets qui pouvaient m'intéresser, ça a permis quand même de mettre en réseau tout un tas de gens qui partageaient des connaissances, une passion commune, qui avaient des activités, etc. etc. L'idée, effectivement, qu'Internet a réussi à transformer la vie des gens, dans le sens où il a rendu accessible tout un tas de connaissances, tout un tas de relations possibles, etc. C'est quand même une invention particulièrement merveilleuse. Maintenant, tu parlais de la plus belle invention depuis l'imprimerie. Comme on imprime des bêtises, comme il y a des livres dont on préférerait qu'ils n'existent pas, il y a aussi des choses sur Internet dont on préférerait que ça n'existe pas et dont on aurait aimé que ça soit jamais diffusé. Faut pas oublier aussi que la part du divertissement qui existe sur Internet, c'est quelque chose qui existait déjà à la télévision, c'est quelque chose qui existait déjà dans les livres, c'est qui existait déjà un peu sous le manteau, etc., à l'époque où l'imprimerie était limitée. Et puis... oui, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère sur la manière dont les ados consomment Internet aujourd'hui, parce qu'il faudrait déjà s'intéresser à comment leurs parents consomment Internet aussi. Parce que tu parlais du réseau social des vieux sur Facebook. On se plaint beaucoup de la violence des échanges entre les jeunes. Moi, il se trouve que je reste sur Facebook alors que j'y fais pas grand-chose hormis échanger effectivement sur des sujets de recherche parce que ça me permet d'être en contact avec des gens à l'autre bout du monde qui m'envoient des informations ou à qui j'envoie des informations, etc. sur ces sujets-là. Mais je vois la violence avec laquelle les générations précédentes s'expriment sur Internet. Des gens qui ont l'âge aujourd'hui des parents ou voire des grands-parents des élèves que j'ai actuellement au lycée, ils ont ouvert une boîte de Pandore eux aussi, c'est-à-dire qu'ils se plaignent d'un point de vue générationnel de comment leurs enfants communiquent, de comment leurs enfants sont scotchés à leur écran, ne vivent que de commentaires, de likes, de petits cœurs laissés à droite à gauche, ou de réactions de republications, etc. Ils font non seulement exactement la même chose, mais ils le font avec énormément de violence. De la violence dans les mots, de la violence dans la posture, une espèce de lâcher-prise totale. Et là, la fraternité dont on parlait tout à l'heure a été complètement oubliée. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord, je pense, et c'est pas une mauvaise idée en soi, mais éduquer les parents au numérique, à Internet et aux réseaux sociaux. Je pense que nous, on a eu de la chance, parce que là, c'est nous qui parlons. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que nous, on est allé à la fac après l'université, qu'on avait un Internet extrêmement limité au début lorsque nous étions à la fac, qu'il a fallu qu'on cherche avant. Donc l'esprit critique pour trouver une information, on l'a. Mais tous les gens qui avaient Internet dans leur emploi, directement en sortant, etc., et qui n'ont pas eu à devoir aller chercher les infos, parce que l'info était disponible directement, sans contestation possible. Et ils n'ont pas eu cette obligation de recul dessus. Donc forcément, c'est rentré dans leurs usages, c'est devenu une espèce de réflexe, et c'est devenu un réflexe pour la génération qu'ils ont élevée, c'est-à-dire leurs enfants. Donc oui, je suis d'accord, on peut observer avec beaucoup de prudence des phénomènes comme sur TikTok, tout à fait. C'est vrai que la durée des vidéos extrêmement courte et le fait de devoir scroller en permanence
peut poser un problème de concentration, c'est évident. Maintenant, est-ce que les générations précédentes ne font pas les mêmes choses sur Instagram ? Est-ce que les générations précédentes ne font pas la même chose sur Facebook, quand on voit que l'immense majorité des adultes aujourd'hui se contentent du titre d'un article qui apparaît sur la fenêtre de Facebook et commentent l'article sans avoir cliqué sur le lien pour le lire, par exemple. Donc voilà. Et comme on a eu tous les deux une classe quand même d'éducation aux médias, c'est quelque chose qui, je pense, nous a frappé aussi. C'est-à-dire le fait que l'information... il faut se battre pour que les gens aillent la chercher maintenant. Le gros souci maintenant, le principal souci, je dirais, c'est toujours ce mot qui revient, c'est la curiosité. C'est-à-dire que là où TikTok ou Facebook ou YouTube peuvent être une formidable source d'information. C'est une bibliothèque sans fin, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça veut dire que là on élargit la focale. Ouais. Autant beaucoup malheureusement vont s'en servir pour rétrécir cette focale et ne le garder qu'un seul sujet. Alors certains écriront à l'algorithme. L'algorithme, ça s'alimente et donc il faut essayer avec esprit critique de prendre plein de connaissances. C'est vraiment ce qui m'importe, c'est me demander, et j'aimerais effectivement que les élèves maintenant se disent mais non, il faut que j'arrête de regarder YouTube ou TikTok comme nous on pouvait regarder une chaîne dans la journée, c'est-à-dire qu'on se laissait guider par une chaîne de programme, mais c'était pas nous qui contrôlions la donnée. Donc finalement, ce qui est vécu sur TikTok et YouTube, c'est le x10 de notre chaîne, nous, quand on était petit. C'est-à-dire que là, c'est la quantité qui a augmenté alors que le raisonnement est le même. Mais c'est que tu as raison. Combien de gens de notre génération, ou un peu plus âgés que nous, qui ont des enfants aujourd'hui, qui sont des ados et dont ils se plaignent de la pratique d'Internet, ont en fait... subi entre guillemets les programmes d'une chaîne qu'ils regardaient même quand ça les intéressait pas. Combien il y en a qui ont regardé toutes les séries pourries du soir sur M6 au retour du collège ou du lycée. Non mais tu rentrais chez toi, il était je sais pas 17h et en fait jusqu'à 20h t'avais 3 trucs qui t'intéressaient pas et tu les regardais quand même ou tu les mettais en fond. Impressionnant. J'ai vu. Voilà. Mais oui. Effectivement, ça dépend comment c'est pris parce que ça reste un outil. Un marteau, ça va aider à planter un clou, mais ça peut tuer aussi. Malheureusement. On n'interdit pas les marteaux. Et on n'interdit pas les marteaux parce qu'on n'a pas lieu de les interdire. Mais effectivement, ça peut être aussi une arme. TikTok, par cette espèce d'idée qu'on est surpuissant, parce qu'on est anonyme, ou surpuissant parce que la personne n'est pas en face. Ça peut être. Si la personne n'a pas d'éthique, effectivement, ça va être très compliqué. Et elle ne peut pas avoir d'éthique si elle ne se mélange pas avec les autres et si elle n'est pas curieuse de l'autre. Et c'est le gros souci qu'il y a là. C'est simplement se dire, je me pose à côté de quelqu'un, c'est un anonyme, c'est un élève comme moi, c'est pas grave, je sors et je le reverrai pas. Non, c'est quelqu'un avec qui... Même si on s'apprécie moyennement ou autre, on va échanger. Et il faut qu'on échange. Parce que l'école, c'est... J'aime pas trop la voir comme j'aime pas la voir comme une école de tri professionnel. J'aime pas la voir comme étant simplement une idée de lieu de travail. C'est un lieu d'échange où on apprend à communiquer. Un élève qui ne sait pas ce que c'est que Pythagore, un autre élève lui parle de Pythagore, il ne saura pas. Je ne veux pas qu'il passe pour un idiot lors de cette conversation. Par contre, effectivement, s'il s'isole des autres, il n'aura pas la conversation. Donc il ne sera pas confronté, il s'isolera, et c'est pas normal en société, parce qu'on doit faire république. Puis il y a combien d'élèves qui ont compris des concepts grâce justement à ces vidéos? Alors nous, c'était YouTube. Ça peut être des reels Instagram, ça peut être des vidéos TikTok, ça peut être... En fait, il faut, en plus d'élargir la focale, comme tu disais tout à l'heure, avec le fait d'avoir une bibliothèque sans fin sur YouTube, et sur toutes les ressources vidéo et de vulgarisation qui existent, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte de devoir alimenter cette ressource. C'est-à-dire que si on veut que les élèves s'intéressent à d'autres choses, il faut créer les ressources nécessaires pour qu'ils aillent les voir. Moi, c'est quelque chose. Partager à plusieurs. Et partager. Pas être uniquement à une personne. Exactement. Et l'idée, ce serait qu'effectivement, peut-être qu'il nous incombe
si on n'est pas tout à fait satisfait de ce qui existe sur Internet à destination des jeunes, de fournir ces choses-là. Par exemple, le service public l'a très bien fait avec l'UMI là, pendant la période du confinement, puis ils ont continué. Ils ont fait un site, ils ont fait des fiches, ils ont fait des vidéos, ils ont fait un peu de vulgarisation, etc. C'est très bien. Mais ce que font des youtubeurs dans la vulgarisation, alors, moi j'ai une grande passion pour Nota Bene en histoire, parce que je trouve qu'il a trouvé un format qui est extraordinaire, très parlant. Mais il y en a plein d'autres, Et puis il y a d'autres ressources avec Twitch aujourd'hui qui permet aux gens qui suivent le live de poser des questions en direct, qui permet d'avoir des formats beaucoup plus longs, d'échanges, d'inviter des gens, de discuter, d'alimenter un peu cette chose-là. C'est hyper intéressant parce que la dimension pédagogique, elle est énorme. C'est un truc que j'ai remarqué, tous les créateurs de contenu sur Internet, à peu près tous, dans l'immense majorité, font des reproches au système scolaire et aux enseignants. Voilà, ça revient régulièrement, donc je les regarde, à chaque fois j'entends que les profs en prennent pour leur grade, et je me dis « Ah, ça fait mal, parce qu'on essaye quand même de faire de notre mieux ». Mais je peux comprendre aussi parce que j'ai été élève, et que moi aussi j'ai croisé des enseignants qui n'ont pas été tout à fait pédagogues ni très agréables. Je ne citerai pas de nom, mais vous reconnaissez. C'est pas la majorité du genre. Et c'est pas la majorité, heureusement, même si c'est ceux qui marquent, parce que évidemment, comme c'est quelque chose qui est mal vécu, on a tendance à plus en parler. Mais en réalité... Je pense vraiment que ces gens font de la pédagogie. Voilà. Ils sont en train, l'air de rien, parfois en s'en défendant, mais ils mettent en place une didactique, ils mettent en place une pédagogie, ils ont envie d'expliquer un sujet. La vulgarisation, c'est de la pédagogie. Et je pense que c'est à nous aussi, si on veut à la fois que l'école soit peut-être mieux vécue, peut-être... se donne l'impression d'être un peu plus dans l'air du temps, sans mode forcément, mais disons qui passe mieux à peu près aux yeux de la population, de se dire mais en fait il faut qu'on s'empare de cet outil-là, qu'on l'alimente avec nos contenus à nous, parce que c'est ce qui marche. Quand les gens font leur propre contenu, en fait c'est pour ça qu'on les écoute, c'est comme ça que les contenus sont échangés, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors ça demande des compétences techniques, ça demande du matériel, ça demande du temps que les enseignants n'ont pas toujours, et que les personnels éducatifs au sens large n'ont pas toujours, mais c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi. On a des services qui existent dans l'éducation nationale qui, j'espère, sont en train de se poser la question et sauront trouver les enseignants pour l'alimenter, parce que je pense qu'on a un outil absolument merveilleux qu'on n'utilise pas. Et surtout, si on n'est pas content de l'utilisation que certains font de l'outil, il faut montrer aux jeunes comment on l'utilise. Donc je reviens sur cette question d'outils, là, justement. Et comment parler des réseaux sociaux qui sont arrivés récemment, sans parler de l'intelligence artificielle, surtout dans les deux matières que vous avez enseignées, qui sont des matières qui sont principalement touchées par cette intelligence artificielle. C'est quoi votre avis, vous, sur la question ? Encore un magnifique outil, mais il va falloir bien l'utiliser. Ouais. C'est-à-dire que là, on se retrouve effectivement à quelque chose. Alors, intelligence artificielle ne veut justement pas dire curiosité, ne veut justement pas dire esprit critique. C'est-à-dire que c'est un outil qui... On l'utilise, enfin moi je l'utilise, je n'ai pas honte de le dire non plus, parce qu'il y a une honte aussi de le dire, mais pourtant, ça m'aide énormément. Pour... ne serait-ce que, c'est un peu idiot, mais pour éviter cette idée de faire des fautes, oui, ça peut aider. Pour certains, pour trouver des sources, ça peut aider également. Oui, ça c'est un magnifique outil de sourçage. Mais par contre, il faut utiliser les bonnes. Ouais. Mais c'est pareil, c'est qu'il va falloir une formation. Ouais. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui ne se fiera qu'à ChatGPT, pour ne pas le nommer, il n'aura que la vision de cette IA-là. Et en sourçage, il n'est pas bon. Enfin, il y en a d'autres qui sont meilleurs. Par contre, il ne dira jamais non. Donc, c'est pour ça, moi, je vois ça comme un outil. Je me dis, c'est bon. Par contre, ça va un outil comme dans beaucoup de métiers qui va nous obliger à changer de nos pratiques. Par exemple, ça commence déjà, la diminution drastique des devoirs maison, parce que de toute façon, là où avant on pouvait émettre un doute sur certaines familles plutôt aisées pour qui il était facile de remplir le devoir de leur enfant ou de l'aider carrément et on ne savait pas,
qui on évaluait. Là maintenant, effectivement, ça se multiplie, on évalue ChatGPT. Bon, va falloir on se dise. Il y a encore une révolution. Le problème, c'est que c'est une révolution qui se fait juste après une autre qui n'a même pas 10 ans, et une autre qui n'a même pas 20 ans avec Internet, etc. Enfin, qui est plus vieille, mais à l'époque où... Et là, on se retrouve avec une nouvelle révolution. Il va falloir que les équipes s'adaptent, que nous nous adaptions donc, en tant qu'adultes, que l'on essaye de montrer un chemin qu'on n'a même pas nous encore, mais qu'on essaye de développer un chemin d'utilisation de ces IA aux élèves, en disant finalement peut-être que oui, là tu pourras, prends cette question et demande à 3 intelligences artificielles de répondre, tu verras, maintenant utilise ton esprit critique pour savoir laquelle est vraie. Ou s'il y en a une de vraie, ou si les 3 sont vraies. Simplement. Par contre, là où les réseaux sociaux étaient un formidable outil, mais qui n'ont pas eu de modérateur, dans un sens, si tout le monde avait été éduqué et éthique, il n'y avait pas besoin de modérateur. Bon, ça, on a un peu échoué. Ce qui me panique encore plus actuellement que TikTok et YouTube va être certaines intelligences artificielles utilisées à des fins sentimentales, à des fins de Tamagotchi développées et relationnelles, où un enfant pris là-dedans considérera que c'est son ami, ou alors pire, ça ou son petit ami. Comment le protéger de ça ? Voilà, c'est quelque chose qui, pour le coup, là, me dépasse encore. Là, j'ai besoin de formation pour ce coup, et d'apprendre. Mais c'est en fait, quand un phénomène apparaît comme ça, c'est qu'il répond à un besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Si Internet est apparu, c'est parce qu'en fait, il y avait un besoin d'échanger. Alors la langue dominante étant l'anglais, ça s'est d'abord fait en anglais, mais il y avait un besoin d'échanger des informations à grande vitesse. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus attendre son tour dans la consultation d'un ouvrage, de faire des photocopies, de les envoyer à l'autre bout du monde par voie postale, c'était plus possible. Donc Internet est apparu pour répondre à ce besoin d'échange d'informations. Pour que ce soit du quasi instantané, là où il fallait parfois des mois pour avoir une réponse ou pour pouvoir trouver une information. Un réseau social, ça a répondu à un besoin. Alors évidemment, si on regarde la jeunesse de ce qu'était Facebook, qui était un comparateur de photos de jeunes femmes pour élire la plus jolie du campus, on peut se poser des questions, mais disons qu'il y avait un besoin de se mettre en relation avec des gens plus éloignés autour des centres d'intérêt. Voilà, ça, il y avait un besoin d'échange là-dessus, et après, les gens en ont fait, il y a différentes versions. Quand Instagram est apparu, c'était vraiment pour les créateurs de contenu ou pour des artistes qui avaient envie de faire leur book photo, en fait, visible par le plus grand nombre pour pouvoir soit recevoir éventuellement des compliments dessus, soit démarcher éventuellement des entreprises parce que ils avaient besoin de graphistes ou de choses comme ça, de photographes, etc. Donc, l'intelligence artificielle, elle répond à un besoin. Elle répond à un besoin de gagner du temps. Voilà. On demande énormément de choses. Alors, c'est pas à destination du scolaire à l'origine. C'est vraiment pour pouvoir gagner du temps, notamment en entreprise, pour la rédaction de rapports, pour rédiger des comptes rendus de réunions qui sont de plus en plus nombreuses et dont il faut systématiquement certifier que la réunion s'est bien tenue et ce qui s'est dit dedans, parce que on est aussi dans un système qui est de plus en plus procédurier, et il faut effectivement énormément de références légales. Et puis évidemment, ça déborde sur l'universitaire d'abord et sur le scolaire, parce qu'en fait on demande énormément de choses en peu de temps. Et il y a un besoin, il y a une aspiration de la population à avoir plus de temps de loisirs que n'en ont eu les générations précédentes. Donc forcément, si on veut se dégager du temps, il faut des outils pour aller plus vite. Et effectivement, les élèves, quand on leur fournit un outil qui va réfléchir à leur place, se disent « mais pourquoi réfléchir ?» c'est normal. C'est là où est le danger. C'est là où est le danger, mais on peut pas leur reprocher en fait d'avoir ce raisonnement-là. Encore, faut les accompagner à éviter d'avoir ce raisonnement-là. Parce que bien sûr, ils vont se mettre en danger. Je suis évidemment d'accord. En fait, l'éducation nationale, les enseignants, les personnels de direction, tout le système éducatif ne pourra pas trouver la solution de la bonne gestion de l'intelligence artificielle toute seule. Ça, c'est évident.
Je veux dire, c'est toute la société qui doit se demander pourquoi elle utilise l'intelligence artificielle, à quel besoin est-ce qu'elle répond dans leur quotidien, hein, parce que à la fois chacun individuellement et puis un peu de manière corporatiste, c'est-à-dire quelle utilisation on en fait dans tel domaine, etc., etc., pour pouvoir trouver une solution à sa bonne utilisation. On ne pourra pas le faire tout seul. Enfin, je veux dire, là, il faut pas rêver. Tout seul, on n'y arrivera pas. À l'échelle d'un établissement, on n'y arrivera pas. Et à l'échelle de l'éducation nationale, seul, on n'y arrivera pas, puisque on n'empêchera pas les élèves de le consulter. On ne l'empêchera pas. Voilà. Bon, en tout cas, légalement, il n'existe rien qui va nous permettre de l'empêcher. D'ailleurs, quand un outil existe, est-ce que son interdiction n'est pas le meilleur moyen de le rendre populaire et d'en faire une utilisation semi-illégale ou en tout cas un petit peu underground pour se donner à la fois un style et lutter contre l'ordre établi? C'est une bonne question à se poser. Bon, ça c'est au législateur de le décider après consultation des parlementaires, mais en vrai, si les élèves l'utilisent, c'est que ça répond à quelque chose. Je suis d'accord. Là, on arrive à une période où il y a de moins en moins de travail de réflexion demandé à la maison parce que le travail de réflexion risque de ne pas être le sien. Et ça vient même sur des choses toutes simples. Organiser un petit oral de 2 minutes, élève par élève au lycée, pour savoir laquelle des nouvelles de Maupassant ils avaient à lire pendant les vacances, à la fois ils ont préféré, ils ont comprises, etc. On n'est pas sûr que les réponses viennent des élèves. S'ils ont droit à leur prise de notes, qu'est-ce qui garantit que les notes n'ont pas été générées par ChatGPT ou autre chose C'est que ça interroge aussi la motivation. Ben c'est ça. La motivation et surtout la conception de ce qu'est l'enseignement. On comprendra, la note n'est pas normalement un moyen de compétition. C'est un thermomètre qui permet à l'élève comme à l'enseignant, comme à la famille, de s'apercevoir des difficultés ou alors de la très bonne maîtrise d'une compétence ou d'un sujet. Mais la société en fait souvent un phénomène de compétition. Parce que beaucoup de choses sont compétition. Dès qu'on ouvre, on est en pleine période de compétition. Et effectivement, ça fait rêver les gens, la compétition. Maintenant, la compétition des valeurs, enfin de la valeur à argent, pas de la valeur malheureusement, des valeurs qui nous animent, mais bon, plus on en a, donc plus on est doué, c'est une compétition. Utiliser l'IA dans le cadre d'un travail scolaire devrait être normalement compris comme étant, je me mets en échec face à la volonté qu'on a de m'aider à m'améliorer. Je devrais d'abord développer mes propres capacités pour mieux comprendre finalement la réponse qu'une IA pourrait me donner. Mais dans le temps qui nous est alloué, oui. C'est-à-dire ces 15 années, ouais. Et des familles et sociétés qui sont dans... qui ont la boule au ventre que la perle de leurs yeux se retrouve en échec. Et qui du coup ne tiennent pas forcément le même discours que nous. C'est-à-dire qu'effectivement, là on arrive à un paradoxe qui fait que parfois on est seul à tenir ce discours. Du fait de dire que l'échec est nécessaire, que l'échec peut être une source d'apprentissage, que le progrès naît du fait de ne pas réussir du premier coup. C'est une source d'apprentissage pour toutes les espèces. On est d'accord. L'idée, effectivement, là, c'est que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait, on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que si, effectivement, les familles se sentent coincées dans un système dans lequel seule la réussite est possible, mais la réussite absolue, c'est-à-dire il faut réussir à peu près partout, parce que les systèmes d'orientation mis en place sont très exigeants, et qu'effectivement, sans des notes quasi parfaites, on n'aura pas ce qu'on veut, on ne deviendra pas ce qu'on veut dans la vie. Si les familles ressentent cette pression-là, bien évidemment que la famille va reporter sa pression sur 2 objets possibles. Soit l'élève, c'est-à-dire son enfant, en lui mettant une pression de dingue pour qu'il réussisse, et ça s'entend quand on est coincé dans ce système-là. Soit effectivement sur les outils qui vont lui permettre à l'élève de performer. C'est dommageable aussi. Et c'est dommageable aussi, parce qu'en réalité, oui, on en revient à ce que tu disais. C'est-à-dire que la note, normalement, c'est une mesure, à un instant précis, d'une performance précise. Voilà. Est-ce que la personne qui finit 4e au JO, en ce moment, c'est pas un bon athlète? Il fait partie des meilleurs athlètes du monde, sinon il ne serait pas au JO.
mais il est 4e. Mais le fait de ne pas avoir de médaille est considéré comme un échec. Il n'y a qu'à voir ce qui est écrit dans la presse. Oh là là, quel dommage, il a fini 4e, il aurait pu faire mieux. Ok, très bien, mais est-ce que 4e sur déjà l'ensemble des 7 milliards d'individus, ou en tout cas l'ensemble des personnes qui pratiquent son sport, c'est pas déjà une performance remarquable? Bien sûr, évidemment, ça peut être vécu comme frustrant, évidemment on voudrait peut-être être le meilleur, on voudrait obtenir les plus belles récompenses, les plus belles orientations, etc. Mais encore une fois, c'est toute une société qui doit se poser la question de la performance, de comment on voit la performance scolaire, de l'orientation et de comment on a envie d'orienter les jeunes, et de comment la société doit être articulée. Moi, ça fait très longtemps, alors c'est évidemment personnel comme posture, mais je pense véritablement que, en même temps que la santé, l'éducation doit être mise au centre d'un projet de société. C'est-à-dire que si on met l'éducation au centre d'un projet de société, on a beaucoup moins de problèmes de performance. Alors que si on met effectivement... On reviendra à un contrat social. Mais si on met le profit, ça serait bien. Dans tous les sens du terme, si on met le profit au centre, mais en fait, l'éducation, elle ne devient qu'un outil au service du profit. La santé ne devient qu'un outil au service du profit, voire la béquille du profit quand le profit se casse un petit peu la figure. Et du coup, ça pose effectivement une vision de la société qui n'est pas la même. Et effectivement, quand deux visions de la société s'opposent, on ne peut pas trouver de solution. Nous, ce qu'on a bien aimé avec le média tel qu'on l'avait proposé, c'est-à-dire que c'était un podcast, donc ça veut dire que du son, pas d'image. Donc ça veut dire le moins de stimuli possible pour faire passer une idée. L'IA en elle-même pourra parfaitement utiliser ce podcast-là et le résumer, si je ne souhaite pas le voir en entier. Bon. Par contre, ce que l'IA n'aurait pas pu permettre, c'est créer cet échange. Parce qu'elle a besoin de cet échange pour s'alimenter, elle. Sinon, elle ne pourra pas donner d'avis. Mais il nous a fallu du temps pour le faire. Surtout avec deux bavards, je le répète. Donc, forcément, ce temps-là, l'IA, elle l'a pas. Elle va prendre... j'ai beaucoup aimé, il y a eu un article il y a peu de temps, l'IA a trouvé la solution que des scientifiques ont mis 10 ans à faire. Oui, mais l'IA a été alimentée par leur recherche. Donc, forcément qu'elle l'a trouvé plus vite. Oui. Par contre, les échecs à répétition de ces chercheurs a permis leur découverte et peut-être d'autres. Enfin, la pénicilline vient d'une erreur. Une IA commet normalement peu d'erreurs. Est-ce qu'une IA aurait pu trouver la pénicilline ? Ou la tarte tatin. Ou la tarte tatin, mais bon, ça c'est autre chose. Qui est plus utile à l'humanité que la pénicilline ou la tarte tatin ? Ça va savoir, un débat. On pourra demander à une IA, qui, à mon avis, me dira à la fin, vous avez raison. Ce qui ne répond pas à la question. Absolument pas. Ce qui ne répond pas à la question. Peut-être non, mathématique. C'est effectivement... évidemment que la question, elle se pose aujourd'hui, elle va devenir de plus en plus importante. Oui, il y a un problème aujourd'hui de deux visions de la société qui s'opposent, entre une société qui demande de la performance à une jeunesse qui n'a plus envie de performer. Elle ne veut plus performer. Pourquoi ne veut-elle pas performer ? Alors moi, j'ai pas la réponse, parce que d'abord, cette jeunesse, j'en fais pas partie, et je reconnais humblement que, effectivement, moi, bien que mon travail consiste à être en contact avec cette jeunesse-là, je peux pas en connaître tous les tenants et les aboutissants, ni tous les enjeux, ni toutes les aspirations, et qu'effectivement, ma posture de prof, elle me met dans une catégorie qui est un petit peu vue comme étant extérieure à tout. C'est-à-dire qu'en étant prof, je ne fais pas véritablement partie de la société, et je ne fais pas véritablement partie de la relation aux jeunes non plus, parce que j'ai des biais. Quand je regarde la société, je la regarde avec mes yeux de prof aussi, et quand je regarde les jeunes, je les regarde du haut de mon expérience et de mon statut de prof aussi. Donc j'ai tendance effectivement à défaut de porter des jugements, en tout cas être orienté par à la fois les choses que j'ai vécues dont on a parlé, ma propre expérience, et puis les craintes que j'ai aussi pour cette jeunesse-là. Je considère quand même que tu fais partie de la société. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que la société va systématiquement me voir comme un enseignant et que les élèves vont me voir systématiquement comme un enseignant aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que soit on fait partie et bien sûr. J'espère qu'on en fait un partie. message, en tout cas, parce que si on ne communique pas, on ne fait pas société. Mais c'est ça. Après, on n'est pas plus utile qu'un autre, on est utile et on a cette utilité-là qui permet de faire en sorte que tout le monde puisse communiquer ensemble et se découvrir un avenir. Et c'est là qu'il y a ce décalage. C'est-à-dire que nous, d'un point de vue institutionnel, on va quand même continuer à nous demander
on a un rôle normatif dans l'école. On est là pour effectivement créer un vivre ensemble autour d'un projet de société qui est quand même organisé par les valeurs de la République, par exemple, liberté, égalité, fraternité, et puis après d'essayer de créer un vivre ensemble autour de ces valeurs cardinales avec qui sont des objectifs, avec une culture commune au sens large, une culture commune. Bon, maintenant, on nous demande aussi est-ce que les élèves soient performants. C'est-à-dire qu'on nous demande de rehausser le niveau quand ça va pas, on nous demande de les amener à quelque chose. Voilà, on nous demande quand même d'investir quand même beaucoup d'énergie dans le fait qu'il faut quand même qu'ils performent un minimum. Et de leur permettre d'être autonomes par la suite. C'est ça. Et de voir également, c'est des missions qui se rallongent. Et c'est là que l'autonomie, les élèves y aspirent, puisque toutes les générations avant la leur y ont aspiré, donc pourquoi pas eux. Par contre, ils ne veulent plus performer. On voit bien un certain nombre d'études qui expliquent qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui vont refuser des CDI et qui vont garder des CDD et les enchaîner parce qu'ils ne veulent pas rester coincés ad vitam aeternam dans une entreprise, ou en tout cas de devoir justifier de motifs, de démission, etc. Donc ils s'inscrivent dans des choses de plus courte durée, qui leur permettent d'abord de négocier surtout leur temps de loisir, leur salaire, temps de travail, etc. Et qui parfois les amènent à refuser des contrats que d'autres n'auraient pas refusés les générations précédentes, parce qu'ils veulent garder cette espèce de sentiment d'autonomie et de liberté. Donc on est moins dans un registre de performance professionnelle, de performance peut-être financière aussi, et plus dans une aspiration qui est presque philosophique, qui est d'avoir plus de temps de loisirs, etc. La question, c'est qu'il y a évidemment une énorme différence entre un jeune de 25 ans aujourd'hui, un jeune de 15 aujourd'hui. Ils n'ont pas du tout la même vision du monde, ils n'ont pas la même importance, et comme 10 ans les séparent, mais ils n'ont pas du tout les mêmes pratiques non plus, de TikTok, etc. etc. Moi, j'ai peut-être plutôt nuancé le propos. Ce que j'observe, mais là, de l'autre prisme maintenant, mais on peut l'observer en classe, ce qui est potentiellement inquiétant. C'est justement que, alors, il y en a assez qui peut-être, alors je reprends les termes même si, qui ne veulent plus performer, ou en tout cas qui n'ont plus l'impression qu'ils ont besoin, ou alors qu'ils ne veulent pas, ça dépend. Oui, tout à fait. Et de l'autre côté, il y en a qui continuent et qui restent, voire qui s'enferment dans le côté performatif, ce qui va qui crée naturellement un clivage, et qui fait qu'on a, à terme, et c'est la crainte, de sociétés qui n'auront peut-être énormément de mal à communiquer l'une avec l'autre. Et est-ce que c'est la société qu'on souhaite faire ? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un décalage qui va se faire entre ceux dont on va dire qu'ils vont y aller à la cool, en disant on verra bien à quelle sauce je serai mangé, et puis je me débrouillerai bien de toute façon. Chose qui était possible, mais qui était beaucoup plus possible il y a une vingtaine d'années qu'aujourd'hui. Ce qui sera quand même dommage, c'est par exemple que ces élèves-là qui seront alimentés d'animés que nous pouvons tous les deux aussi regarder, ne verront pas les sens cachés des films, des animés ou autres qu'ils pourront voir. Et c'est bien dommage parce qu'ils se couperont d'une partie des messages. Ne voir que les titans dans l'attaque des titans n'est pas bon. Oui, bien sûr. Mais évidemment. En fait, tu parlais de curiosité, de la nécessité d'être curieux, d'alimenter sa propre curiosité, et puis éventuellement de s'ouvrir à d'autres curiosités que celles qui nous ont amenés au sujet. C'est véritablement indispensable. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui doit ruisseler, c'est la culture. Voilà, quelle qu'elle soit. Toute culture est légitime à partir du moment où elle s'alimente dans la variété de ses supports. Quels que soient les supports, ça peut être de la fiction, ça peut être du documentaire, ça peut être de la recherche, ça peut être du purement disciplinaire, ça peut être éventuellement du scolaire, pourquoi pas. Mais vraiment, il faut que cette culture, elle s'alimente. Il faut qu'on ait envie de dire, tiens, j'ai lu le nom de tel personnage, historique ou fictionnel, de quelle culture est-il issu, quelle est son histoire, quel est son machin. Ça me renvoie vers autre chose. Et alors, il ne faut pas que ce soit sans fin, mais il faut un réflexe de dépasser le simple statut d'information un peu binaire. C'est-à-dire, ok, j'ai eu cette info, je m'en contente. Il ne faut pas se contenter d'une information. Il faut vraiment vouloir l'alimenter avec autre chose. Et vraiment, la différence fondamentale, je pense, humblement, de mon point de vue d'enseignant de lettres en lycée,
va se faire entre ceux qui vont aller plus loin que l'information qui leur est donnée et ceux qui se contenteront de l'information qu'on leur donne. Et dans un environnement dans lequel, sur tous les thèmes, sociaux, politiques, culturels, linguistiques, historiques, quand on se contente uniquement de l'information qu'un tiers va vous donner, souvent c'est le fait de réduire son champ de vision, c'est le fait de réduire son champ culturel, c'est le fait de réduire son esprit critique. Donc, et tout débat ne peut être constructif qu'à partir du moment où les deux personnes se sont intéressées au sujet. Alors après, on va diminuer aussi la situation. Ça a été le problème de toutes les générations. Bien sûr, oui, non, mais tout à fait. Socrate lui-même disait que la génération d'avant était des feignants oisifs. Oui. Et avant. Donc, par contre, effectivement, on a eu toujours, on a rencontré des personnes qui, parce qu'ils l'avaient lu dans un livre, c'est bon, c'était leur maxime, leur doctrine, et il n'y avait plus rien qui comptait, et ils n'avaient pas d'esprit critique plus que ça. Par contre, c'est juste que là, ça touche énormément de choses, ça touche énormément de personnes, très rapidement. Et des personnes qui, en faisant ça, privent la société d'énormément de diversité. Et c'est la diversité qui nous fait avancer aussi. Enfin, si on a fait ça aussi, c'était pour montrer cette diversité. Oui. Donc, et l'enseigner et permettre à tout le monde de pouvoir communiquer autour de ça. Mais bon, je garde la notion de réarmement culturel. On y aspire, oui. Mais là où tu as raison, alors plus proche de nous que Socrate, moi j'ai récupéré un bouquin dans la bibliothèque de mon grand-père qui date de 1926, qui est un rapport de l'inspection générale, donc de l'éducation, qui explique que les enseignants de 1926 se plaignent que leurs élèves soient des crétins. Voilà, marqué tel quel. Et alors c'est très intéressant parce qu'en 1926 on se plaignait du niveau des élèves et il y a un monsieur qui s'appelle Brighelli. Nos professeurs disaient qu'on avait un niveau moindre que ceux d'avant. Non mais tout à fait. Il y a un type qui a apparemment une sommité dans des milieux bien renseignés qui s'appelle Brighelli, j'ai oublié son prénom, et qui il y a un peu plus d'un an est passé dans le Figaro en expliquant que si l'école se casse la figure, c'est parce que les enseignants d'aujourd'hui sont des crétins. Alors j'ai regardé la date de naissance de Monsieur Brighelli. Monsieur Brighelli a eu comme enseignant les crétins de 1926. Donc, a priori, on s'en sort pas si mal. Voilà, on s'en sort pas si mal. Puisque si nous sommes les crétins des crétins d'avant, a priori ça va. Le monde va pas s'écrouler tout de suite et la société non plus. Mais oui, là où effectivement, contrairement aux réseaux sociaux qu'on peut débunker, contrairement à Internet, il y a quand même énormément de ressources extrêmement fiables, alimentées par des gens extrêmement précieux. Là, l'IA répond à votre place. Et ça, elle peut avoir les meilleures sources du monde. Elle empêche. Oui, de répondre. Voilà, on permet à l'IA de répondre à la place. Et effectivement, là où ça pose effectivement un problème de posture, c'est que, outre le fait de pas chercher les informations soi-même, chose qu'on reprochait à Wikipédia. Wikipédia allait détruire les bibliothèques parce que on allait plus servir des bibliothèques, etc. Ça, je l'ai quand même entendu parfois de la part de collègues au début des années 2010. Donc heureusement que Wikipédia est, je le précise, majoritairement alimenté par des enseignants, ou en tout cas des spécialistes de leur domaine, et on les remercie chaque jour. Mais et permet un débat. Mais c'est quand même particulièrement surveillé quand même sur la pertinence de ces infos. Là, effectivement, l'intelligence artificielle fait le travail de réflexion. C'est ça qui pose un souci. C'est que là, avant, quand on avait au moins une bibliothèque d'informations, la réflexion, il fallait la faire encore soi-même. C'est-à-dire qu'on disait toujours aux élèves, arrêtez de copier-coller Wikipédia, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Et du coup, ils étaient obligés de faire un peu la démarche de résumer eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, le résumé, il est fait tout seul. Donc, comment on fait avec l'intelligence artificielle ? Alors, je vais faire une réponse qui satisfait personne, mais je ne sais pas, j'en sais rien comment on fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est bien le problème. Trop tôt. Parce que, Florent l'a dit tout à l'heure, on avance en même temps que les élèves là-dessus. C'est-à-dire que on est nous-mêmes en train de nous tailler un chemin dans la jungle des difficultés et des problématiques que soulève cet outil, en espérant guider tout le monde derrière nous, parce c'est à l'école qu'on demande de trouver une solution pour l'intelligence artificielle, j'ai remarqué.
J'ai remarqué, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas nous qui l'avons programmé, ce n'est pas nous qui l'alimentons, ce n'est pas nous qui l'utilisons le plus, mais par contre, effectivement, on nous demande de trouver une solution, ce que je trouve à la fois paradoxal et un peu rigolo parce que je suis de bonne humeur, mais en vrai, on ne sait pas, on espère qu'on va guider les gens vers une solution, mais en réalité, nous n'en savons rien, et je répète ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas le faire tout seul. C'est vrai qu'autour de l'intelligence artificielle, il y a une vraie question de performance chez les élèves. Parce que forcément, quand on nous donne un devoir maison, notamment en histoire ou en français, d'une disserte qu'on doit faire, et là où on va prendre 3 heures à la faire, pour au final peut-être avoir 10-12, alors qu'en 5 minutes, on peut avoir 18, forcément, à un moment donné, on va se dire pourquoi travailler à la maison, quoi. On peut exactement répondre la même chose que ce proverbe africain que tout le monde cite à chaque fois, c'est-à-dire donne un poisson à un homme, il se nourrira une journée, et apprends-lui à pêcher, c'est toute sa vie. Oui. Mais ça va être le même problème, c'est-à-dire que... En fait, on peut revenir au début du propos, on s'est engagé parce qu'on avait potentiellement et humblement une mission, une pierre à apporter à l'édifice qu'est l'école. Pourquoi ? Parce qu'on voulait aider. On voulait aider, peu importe l'âge, peu importe et également aussi bien aider collègues qu'élèves. Parce que là où on est bien, et on l'a été quand même, Ouais, eh bien, quand le climat est propice, tout le monde se tire par le haut. Là, ça attaque directement l'idée de l'école sur... Et encore une fois, ce mot réapparaît, alors qu'il devrait peut-être nous accompagner plus tôt. Mais là, on le vit comme une attaque parce que c'est vécu comme ça, et c'est peut-être créé comme ça. Ça va priver une partie de la population de son libre arbitre. Et parce que ça privera de connaissances. La seule liberté qui est intangible et qui est de toute façon universelle et qui est sans borne, c'est la liberté de conscience et de réflexion. Mais elle n'a qu'une seule borne, elle n'a qu'une seule limite, c'est la connaissance que l'on a, les connaissances que l'on a. Je ne peux pas dire que j'ai une bonne liberté de penser en mathématiques. Parce que mes frontières de connaissances sont quand même assez ténues. Oui. Mais ça a toujours été un débat. Ça a toujours... et le gros problème, c'est que dans les années antérieures, dans les siècles antérieurs, et dans de nombreux pays, je pense aussi bien à la Chine qu'en Europe ou ailleurs, quand on voulait contrôler une population, c'est simple, on lui enlève une partie de la connaissance et on dit que nous, on l'a, et cette connaissance, elle nous appartient. Elle n'appartient pas à l'autre, donc j'ai un pouvoir sur cette partie qui ne l'a pas. Parce que je la détiens. In fine, il ne faudrait pas que cet outil, qui reste quand même un outil et qui peut être formidable, parce que nous permettre de gagner du temps sur certains points, nous empêche, ou alors pire, crée une fracture dans la société, qui ne sera donc plus une société, qui seront des sociétés. Et cette fracture, elle sera, moi j'ai la connaissance, toi tu ne l'as pas. Ouais. Moi je peux penser. Toi tu es un idiot sans cervelle. Non. Non. Et ceux qui utilisent l'intelligence artificielle ne sont pas des idiots sans cervelle. Par contre, plusieurs générations après, il faudra qu'on fasse attention. Donc là, vous vivez ce que nous on a vécu avec Internet, mais avec un outil qui est tellement plus puissant. Oui, quasi sans limite ou présenté comme tel. Forcément, voilà. Oui. Mais effectivement, il va falloir, et on le vit ensemble. Alors, par contre, que l'école le porte seule, ça, ce n'est pas possible. Comme les réseaux sociaux, on ne peut pas les porter non, on peut pas les porter seuls. Il y a une responsabilisation de tous. Exactement. Et on peut comprendre parfaitement que là, dans le cadre de l'école, et face aux élèves, les parents soient entièrement dépassés, parce qu'il n'est pas facile d'être parent aujourd'hui. Ça l'était déjà pas avant. Là, non. Avec les fenêtres ouvertes à toute la maison, oui. Ça l'est encore. Tout le monde rencontre ces nouvelles problématiques en même temps. Hein. Voilà. Mais effectivement, ça serait bien que ce contrat social se mette en place. Il ne s'agit pas de lutter contre, il s'agit de vivre avec, mais dans une société qu'on aura choisie et pas qu'on va subir. Oui. Et là, on l'a subi. Parce que, et là, en ce moment, on subit, oui. Il faut se poser la question de ce que l'on veut choisir.
Et puis, oui, tu parlais de responsabilité, effectivement. Oui, il ne faut pas que les gens qui se plaignent du fait que leurs enfants utilisent l'IA pour répondre aux devoirs aillent sur leur réseau type LinkedIn et publient des posts générés par IA. Car là, il y a quelques démonstrations qui sont faites que l'immense majorité des posts qui sont faits sur LinkedIn, générés avec tout un tas de petites emojis, etc., avec les mêmes formules, les mêmes prompts effectivement proposés par ChatGPT, sont en fait générés par IA, voilà, pour essayer d'attirer le plus possible, avec le plus de mots-clés, etc., pour générer des vues via l'algorithme. Donc, oui, il y a un appel à la responsabilité. Et puis, surtout, vraiment, enfin, si les gens veulent se rendre compte de ce que c'est qu'une intelligence artificielle, de comment on peut l'utiliser, etc., moi, j'ai un autre proverbe auquel j'ai pensé. À l'époque où il y avait sur iTélé, qui a disparu aujourd'hui depuis plus d'une dizaine d'années, il y avait une émission qui s'appelait e-Afrique, et il y avait un présentateur qui terminait toujours son journal par des proverbes. Et il y a un proverbe, je ne me souviens plus du pays, je m'en excuse, mais qui dit traverse le fleuve avant de dire que le crocodile a une sale gueule. Et utilisez-la, l'IA. Regardez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que quand vous vous offusquez de ce que l'IA fait, explorez-en déjà les possibilités. Mais je disais la même chose, sans le proverbe d'e-Afrique à l'époque, à propos de Wikipédia. C'est-à-dire que Wikipédia, avant de critiquer, il faut quand même aller voir comment c'est construit, aller voir comment c'est fait. Il faut en pleine conscience. Oui, voilà, en pleine conscience. Avec le regard critique, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait critiquer les outils. Les outils sont critiquables. Tu parlais du marteau. Oui, il y a des marteaux qui sont de mauvaise qualité. C'est tout. Ça existe. Il y a des marteaux adaptés aux professions. Il y a des marteaux adaptés aux professions, évidemment. Donc forcément, il y a des outils, et l'IA en fait partie. Et peut-être certaines IA plus que d'autres en font partie, et peut-être moins que d'autres en font partie, qui peuvent tout à fait rentrer dans... l'utilisation qu'on peut en faire dans une société comme celle d'aujourd'hui. Dans l'éducation, il faut avancer avec encore plus de prudence, parce que comme on est justement a priori à la base de la société à venir, nous, quand un outil arrive, de toute façon, il faut qu'on y fasse plus attention que la moyenne. Ça, c'est indispensable. Enfin, les élèves sont à la base de la société à venir. Nous, on est là pour leur permettre de communiquer dans cette société. Oui, là, tu te doutes bien que je ne disais pas que l'éducation nationale était vraiment mais par contre, c'est le socle de, c'est-à-dire de beaucoup de choses. On est censé permettre aux élèves de devenir la société de demain. Voilà. Mais pas tout seul, encore une fois. Effectivement, je vais essayer de reprendre le fil de ma pensée là-dessus, mais pour l'IA, effectivement, il y a... L'esprit critique me tendrait à dire que tout le monde devrait poser à son IA, après lui avoir fait répondre à tout un tas de questions, la question suivante qui, peux-tu me dire qui je suis ? Et en fonction du résultat, se dire, est-ce que je souhaite qu'un logiciel en sache autant sur moi ou non ? Si la réponse est oui, pas de souci. Si la réponse gêne, déjà ça veut dire que le doute est là. Ça veut dire aussi qu'on a un esprit critique aussi. Même si on a répondu oui, on a un esprit critique. On a réussi à poser une question. Par contre, il ne faut juste pas que l'IA puisse répondre à sa place. Donc, il faut aussi qu'on adapte notre consommation. Mais c'est plus compliqué là-dessus. C'est une question compliquée. Hein. L'IA peut parfaitement servir à faire des recherches scientifiques de sourçage. Est-ce vraiment nécessaire de lui confier notre repas du soir en photographiant son frigo ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. C'est la personne qui va l'utiliser qui le dira. Après, peut-être que la réponse viendra de façon peut-être écologique également, peut-être... de toute façon, la recette qu'elle va fournir, c'est pas elle qui l'aura créée. Elle aura été créée par un humain il y a X temps. Ou sera le résultat d'un calcul de probabilité fait à partir de toutes les recettes qu'il connaît et de la fréquence de certains aliments détectés, etc. Enfin, mais l'IA dira que tous les champignons sont comestibles. Certains une seule fois. Voilà, mais j'en étais sûr, évidemment. Dédicace à notre collègue de SVT, Monsieur Chailloux, qui était l'auteur de cette plaisanterie. Oui, et puis en fait, en vrai, on disait, c'est une question compliquée. Toutes les questions d'éducation sont compliquées. Parce que ça concerne de l'humain.
Et à partir de là, voilà. Nous, on fait de l'humain avec des êtres humains. Et précieux. Et par contre, la chose qu'on peut observer, c'est qu'à partir du moment où la question sort du cadre de l'école et peut avoir un impact en dehors, ça intéresse beaucoup le reste de la société. Quand une question reste vraiment circonscrite à l'école, en tant qu'institution, ça intéresse moins. Et là, on va avoir plutôt des relations individuelles de famille à enseignants, de famille à personnel, de famille à personnel éducatif au sens large, de la communauté éducative. Et l'échange se fera peut-être plus sereinement. L'échange se fera sans doute plus sereinement sans cette pression, effectivement, qui est alimentée. Par contre, à partir du moment où une question d'éducation peut avoir un impact sur le recrutement des gens, la place du travail, la notion de performance et de profit, oui, effectivement, là, ça intéresse tout le monde et tout le monde semble avoir un avis dessus. Ce qui est assez merveilleux parce que il se trouve que pour avoir un avis dessus, il faut quand même avoir un peu d'expérience de la chose, et c'est un peu ce qu'on regrette parfois. Ça interroge un autre mot qui est, après curiosité, qui est très important, mais qu'on a perdu, c'est la confiance. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance. C'est pas simple, mais la confiance, elle doit être réciproque. Elle est normalement donnée, elle peut être émoussée. Elle se construit aussi. Elle peut se regagner parfois. Et elle peut surtout, tout faire en sorte pour qu'elle se regagne. Mais ça interroge la confiance lors d'un échange, ça interroge également la confiance en soi qu'on peut avoir, parce qu'on reste humain. Et c'est compliqué là-dessus, parce que la confiance en soi, dans la société actuelle, mais comme à toutes les époques, mais principalement là, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se met quand même beaucoup en avant. Et très jeune. C'est pas anodin, un élève qui porte des marques. C'est logique. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, c'est pas un problème. Ça interroge. En portant des marques, c'est pas un problème donc. Par contre, il faut se dire aussi, ou en tout cas faire cette réflexion, qu'est-ce que je veux montrer ? Je m'habille pour moi, je m'habille pour l'autre. Généralement, s'habiller, c'est pour l'autre. Je mets un costume le matin, comme je peux le dire aux élèves, je ne m'habille pas en pingouin pour me faire plaisir, parce que j'incarne une fonction. Et que cette fonction, je la respecte. Je respecte l'école de la République, je respecte la République. Et je respecte aussi, surtout, les personnes qui sont en face de moi en portant ce costume. Parce que c'est peut-être ma façon de penser, mais en tout cas, voilà, il y a des costumes qui prêtent à ça. Et parce qu'il y a toute une réflexion, le matin, je me mets la veste de costume, ça y est, je deviens Monsieur Mandon. Comme je pouvais mettre, et je le mets encore, le gilet, et j'étais Monsieur Mandon, prof, à ce moment-là, bien sûr, j'ai juste rajouté la veste. Mais là est l'idée, c'est, j'ai fait une réflexion sur pourquoi je le fais. Ce que l'on fait pour les vêtements, on doit le faire normalement, quand on se pose des questions en politique, quand on se pose des questions en croyance, quand on se pose... Mais pour ça, il faut des connaissances. L'école en apportera une partie, la famille en apportera une autre, et le reste de la société également. Mais à chaque fois, ce seront nos réponses. Est-ce qu'on doit les imposer tout au monde ? C'est aussi une autre question. Certains vont le faire, d'autres vont les garder pour soi. Je ne sais pas qui est le plus heureux. L'important, c'est d'être épanoui, de se dire, tiens, effectivement, avec ces connaissances-là, j'arrive à être quelqu'un de meilleur. Pour moi. Donc, est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, le rôle de professeur est plus important que les générations passées, ou c'est plus la société en général qui doit évoluer, ou c'est vraiment les professeurs qui ont un rôle clé à jouer là-dedans ? Peut-être dans l'éducation, parce que, mine de rien, vous jouez beaucoup. C'est une bonne question, ça. C'est une vraie bonne question. Mais comme est-ce que les parents... pour moi, c'est le pendant et le parallèle de... est-ce que c'est plus dur d'être parent aujourd'hui ? Ouais. C'est que c'est différent. Il y a des choses qui sont communes et il y a des différences. Je le pense pour parents. Après, pour professeurs également. C'est professer. C'est rien de plus que, effectivement, c'est proférer de la connaissance, c'est la donner, c'est l'octroyer, c'est en faire don.
Parce que finalement, c'est faire don de sa connaissance à soi à l'élève qui est en face. Un élève, c'est élever, mais pas élever dans le sens... c'est l'élever à un autre niveau. C'est lui permettre de grandir intellectuellement, l'élever plus haut. Et ça, par contre, ça serait bien que toute la société, finalement, le comprenne là-dessus. Il y en a beaucoup qui l'ont en tête. Hein. C'est pour ça que, finalement, l'école est si importante, malgré le fait qu'actuellement, on a l'impression qu'elle est attaquée de tous côtés. Elle est attaquée de tous côtés parce qu'elle est importante. Ah oui, ça c'est certain. Et malheureusement, les derniers événements qui nous conduisent, qui nous ont conduits à la pensée tellement importante ont été tragiques. Mais effectivement, elle l'est. Elle l'a été à partir du moment où elle a finalement remplacé la mission que s'étaient donnés certains ordres religieux. Mais à partir de 1882, elle est très importante. C'est la base même. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'elle accueille les enfants. Donc elle accueille les citoyens de demain. Par contre, il faut qu'ils se pensent citoyens. C'est-à-dire qu'ils pensent. Qu'ils pensent par eux-mêmes pour faire grandir la cité. Spéciale dédicace à Jules Ferry. Même si ce qu'il a fait n'était pas toujours bon. Non, mais sur cette question-là, en tout cas, il était cohérent avec ce que tu dis. Il était cohérent. Après, je préfère Jean Zay. Mais l'idée est là, effectivement. Par contre, ça interroge. Moi, ce qui me fait profondément peur, et j'espère avoir tort, parce que j'ai quand même tort, souvent, l'idée, et je grandis avec les autres, donc il n'y a pas de souci, mais c'est est-ce que tout le monde souhaite encore être citoyen ? Est-ce que tout le monde souhaite encore avoir le droit de citer ? Ou est-ce que ça ne sera pas plus simple d'avoir soit une IA, soit une personne qui leur dira « fais ça » et qu'il l'acceptera, du moment qu'il a un portable, du moment qu'il a à manger, du moment qu'il a... Parce qu'il y a quand même les besoins, la pyramide de Maslow est là pour le dire, mais l'école, normalement, devrait, j'espère en tout cas, pour ceux qui m'ont supporté, au moins leur faire se dire... au moins se poser la question, est-ce que j'ai envie de faire citer ? Et si je fais citer, il faut quand même que je sois curieux de savoir pourquoi je le fais, dans quel domaine, et comment je peux aider. Ouais. Après, ça c'est tout un projet. Après, est-ce que l'enseignement aujourd'hui c'est plus important qu'avant ? Moi je rejoins l'idée effectivement que c'est différent, je pense qu'on est confronté à une question qui ne se posait pas du tout quand nous on était élèves, c'est la question de la santé mentale et du bien-être effectivement de la société en règle générale et des enfants en particulier dans le système scolaire. Cette question ne se posait pas, mais ne se posait pas du tout. Non. C'est quelque chose auquel on est là, plus sensible et là effectivement ça explose après l'épidémie de Covid-19 et le confinement et le reste qu'on a connu en 2020 et après. Mais c'est une question qui est centrale. Je me permettrais de répondre par une autre question sur cette question de l'importance du professorat et de l'enseignement. C'est quelle place est-ce qu'on veut donner à l'enseignement aujourd'hui ? Voilà. Je pense que la société doit réfléchir à ça d'abord. C'est-à-dire que si on veut savoir si l'enseignement est important, déjà il faut que la société se pose la question de la place qu'elle veut donner à l'enseignement. C'est-à-dire, alors peut-être en redéfinissant les contours, peut-être en redéfinissant les enjeux, peut-être en se plaçant dans une autre perspective. Voilà, exactement, et prendre en compte tout un tas de problématiques, mais véritablement, c'est quelle place est-ce qu'on veut donner avant de penser aux enseignants qui seront le corollaire de la réponse, mais quelle place on veut donner à l'enseignement, voilà. Quel enseignement on veut pour les générations à venir, et du coup, de quels enseignants est-ce qu'on a besoin pour le dispenser, ces enseignements-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va devenir... alors je le souhaite sans doute de manière inconsciente, mais je pense que c'est quelque chose qui va devenir extrêmement important, parce que ça va demander une redéfinition de ce que c'est que l'école, sans doute, de comment elle fonctionne, de son rythme,
de la prise en compte, effectivement, des différentes problématiques que rencontrent les élèves, plus encore qu'elle ne le fait déjà. Et effectivement, si l'école tu disais tout à l'heure, si l'école est attaquée de toutes parts, c'est parce qu'elle est importante. Mais oui. On disait tout à l'heure, c'est la structure de base qui permet la société de demain. Mais oui, la structure dans laquelle on va avoir besoin, a priori, de prendre en compte la santé des élèves, la culture des élèves, les objectifs qu'on leur fixe, ou qu'ils se fixent, ou qu'on fixe ensemble, parfois. Pour qu'ils soient en sécurité, qu'ils puissent... Exactement. Développer à la fois leur curiosité, leur culture, le fait de devenir citoyen, etc. Il n'y a qu'une seule structure qui fait tout ça en même temps, c'est l'école. Donc évidemment, quand des gens vont contre le projet de société qu'on a, ils vont contre l'école. Quand des gens décident de vouloir contester, sans aller forcément contre, mais de contester déjà le modèle dans lequel on vit, ils s'attaquent à l'école parce qu'elle serait trop normative, c'est un argument que j'entends sans problème, parce qu'elle serait un modèle trop rigide, c'est une critique que j'entends aussi également, et qui mérite qu'on le redéfinisse, mais qu'on le redéfinisse tous ensemble. Encore une fois, quel enseignement la société veut-elle ? Et par pitié, que tout le monde s'intéresse à l'école avant de porter des jugements qui parfois ne reposent que sur son expérience propre. Je ne demande pas à tout le monde de devenir enseignant, même s'il m'arrive parfois, sous le coup de la colère, d'expliquer aux gens que si c'est un métier facile, écoutez, les concours sont ouverts, inscrivez-vous en octobre. Mais en réalité, oui, il faut sortir de son expérience purement personnelle et subjective pour s'intéresser à ce que l'école est, dans sa globalité, ce qu'elle incarne et ce qu'elle fait. Je pense qu'une fois qu'on a un peu cherché les réponses à ces trois questions-là, on a une vision un petit peu plus précise de ce qu'est l'école, quels sont ses biais, quels sont ses besoins, quelles sont les choses à corriger, quelles sont aussi ses réussites. Parce que notre école n'est pas qu'une école de l'échec, il serait bon de le rappeler aussi de temps en temps. Donc effectivement, l'école, elle a évolué, et elle va continuer d'évoluer parce que la cellule familiale a évolué. Parce qu'il est des fois compliqué de comprendre que le mode de société dans lequel on a un élève, et c'est normal, c'est d'abord un enfant, donc c'est un individu. Oui. Par contre, l'école le place dans un groupe, oui. Alors, qui est souvent subi. Mais l'objectif est justement à la base cette communication et ce fait de société. Et je me permets de tisser un lien avec ce que tu disais sur le fait que quand tu mettais ton costume le matin, tu devenais cet enseignant ou tu deviens ce personnel éducatif, dans ton cas un personnel de direction, et tu n'es plus exactement toi-même. L'enfant, quand il est déposé à l'entrée de l'école, il n'est plus exactement lui-même non plus. Il a un autre rôle social, il a un autre rôle. Il est souvent très très lui, ou très très elle, dans le cas d'une jeune fille, mais il n'est pas exactement l'enfant qu'il est à la maison, et ça c'est très important de le comprendre. Il a une autre posture, il a un autre réseau social, physique et réel celui-ci, il a un rôle déterminé par sa place dans un groupe, par sa place dans un établissement, par ses relations diverses et variées, on le lui souhaite, et effectivement... il n'est pas exactement l'enfant qu'il est dans d'autres situations. Il n'est pas ce pratiquant de tel sport le mercredi après-midi ou le samedi ou le dimanche quand il va faire son match. Il n'est pas l'enfant de ses parents, le neveu de son oncle et sa tante, etc. Il l'est aussi, mais il est autre chose qu'il n'est pas quand il est en dehors de l'école. Il est quelque chose en plus. Oui, non, mais tout à fait. Mais qui peut parfois être en cohérence ou pas avec ce qu'il est censé représenter aux yeux de ses proches. Voilà. Mais l'inverse est possible, c'est-à-dire qu'il est aussi en dehors de l'école, quelqu'un qu'il n'est pas exactement quand il est à l'école, et il peut faire montre de tas de choses extrêmement positives que l'école ignore. Ça, c'est un regret, par exemple. Ça, on essaye justement de tendre. Mais qu'on essaye c'est typiquement le genre d'information qu'on aimerait avoir aussi. Les réussites en dehors de l'école, c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans l'école, mais ça doit faire partie de la redéfinition dont on parlait ensemble. Ça en fait partie avec les parcours éducatifs, mais il faudrait les travailler. Oui, non, j'entends. Après, j'entends. Je me permettrai de finir avec cette petite dernière question qui risque de pas être si petite que ça, parce que je pense que c'est un gros sujet,
qu'est-ce que vous pensez des conditions de travail aujourd'hui, que ce soit en termes de moyens, de personnel ou d'infrastructure? Et je pense que du coup, vous êtes bien placé, Monsieur Mondron, au vu de votre rôle. On marche sur des œufs. On marche sur des œufs. Ouais. Mais on marche sur des œufs parce qu'on y tient quand même. C'est ce qu'on a pu dire. On a aussi bien humainement parlant. Donc bien sûr, on a une société comme tu pouvais le dire qui est largement plus atteinte psychologiquement parlant. Les collègues aussi. Mais tous, à tout niveau. Donc c'est surtout faire très attention à ça, avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont actuellement en baisse, de toute façon, dans tous les ministères. Oui, pour c'est l'éducation factuel, nationale, déjà. c'est le cas. La baisse démographique fait qu'on on a une baisse des effectifs de personnel. Après, effectivement, on peut peut-être rêver de moyens effectivement supplémentaires. La conjoncture ne s'y prête pas beaucoup, mais parce que c'est pareil, ça dépend du modèle de société qu'on souhaite également, et là on fait je pense le maximum en tout cas dans les établissements pour le faire. Les bâtiments sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on fait avec un patrimoine parfois vieillissant. Parce que tout bâtiment vieillit. Là, on a la chance dans la Vienne d'avoir un bâtiment tout neuf, enfin deux même, ce qui est énorme. Dans certains autres départements, c'est compliqué. Mais voilà, c'est une grande maison, 1 700 000 personnes. Donc c'est l'un des premiers employeurs de France pour 13 millions d'élèves. C'est vraiment c'est énorme. Et oui, les moyens sont ceux de la conjoncture actuelle. Donc on fait, disons que là, le rôle principal, en tout cas maintenant que je peux faire avec les collègues, mais tous, c'est prendre soin les uns des autres au maximum, tout en continuant les missions et en permettant l'épanouissement des élèves. Et des fois, c'est pas simple, parce qu'on doit faire attention, bien sûr, aux collègues, et d'où le fait aussi que certains collègues nous disent « je ne le ferai peut-être pas toute ma vie ». Est-ce qu'on a vocation à le faire toute sa vie? Comme tu le disais, plus on vieillit, plus on s'éloigne de notre public, mais est-ce qu'on doit toujours être au contact générationnellement parlant du public? Ça, c'est une autre question aussi. Oui. Non, on est à une croisée des chemins, à savoir vraiment avec tous les outils qui nous arrivent, comment les gérer, oui, peut-être comment les utiliser au mieux. Une croisée des chemins démographiques, parce qu'effectivement, oui, c'est le cas, on fait moins d'enfants qu'avant. Et donc, le fait de faire moins d'enfants veut dire que les enfants qui sont là sont... C'est pas qu'avant ils n'étaient pas précieux, c'est que là, maintenant, effectivement, tous les regards sont tournés vers eux. Et on attend énormément. Je pense que la Chine l'a vécu et on va le vivre bien aussi. Donc voilà, c'est un magnifique ministère qui est énorme et qui des fois fait qu'on a l'impression de ne pas être écouté parce qu'on est 1 700 000. Mais au niveau local, oui, on essaye au maximum. La question est délicate parce qu'en tant que fonctionnaire, on a évidemment un devoir de réserve sur ce qu'on pense à titre personnel du fonctionnement de notre institution, et les enjeux budgétaires font évidemment partie des questions qui sont difficiles à traiter pour nous d'une façon publique. Ceci étant, il y a des faits, Florent les a rappelés. D'abord, le budget, évidemment, est décidé par d'autres que nous, et que nous devons d'appliquer les lignes budgétaires qui nous sont allouées. Et il est contraint partout. Voilà. Encore une fois, puis tu l'as très bien redit tout à l'heure, ça renvoie à la question du modèle de société et de la place qu'on veut donner à l'éducation. Si la société estime que
alors la société globale, hein, si la société estime qu'il faut mettre plus de moyens dans l'éducation et donner à l'éducation une chance d'évoluer pour aller vers une forme qui soit plus épanouissante en mettant des moyens financiers davantage, la société doit s'engager là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, si elle l'estime, elle a des représentants élus qu'elle doit solliciter et qui seront à même de sans doute proposer un budget là-dessus. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, en tant que fonctionnaires, on se bat avec les armes qu'on nous donne. Ces armes ne sont pas toujours satisfaisantes parce que, tu l'as très bien rappelé, nous sommes extrêmement nombreux et que le budget, lui, ne l'est pas. C'est le troisième de l'État. Et qu'effectivement, il n'est pas, il n'est pas extensible à l'infini. Il y a tout un tas de questions qui se posent, la question de l'endettement du pays, la question de la proportion qu'on veut donner effectivement à d'autres services de l'État que l'éducation éventuellement. Et puis il y a effectivement l'argument de la baisse démographique qui effectivement nous amène à nous poser des questions sur ce qu'on veut pouvoir faire avec nos élèves quand ils seront éventuellement moins nombreux dans les classes. Bon, c'est une question qui nous appartient pas de trancher en fait, parce que d'abord on n'est pas toujours compétent pour le faire, et puis surtout on n'est pas censé prendre de position là-dessus. Maintenant, on agit au niveau local. Voilà, on fait comme on peut. C'est-à-dire que tu agis à l'échelle d'un établissement, j'agis dans ma salle de classe. Ce qu'il y a d'important, je pense, pour répondre à la question des moyens humains, parce que ça, je pense qu'on peut quand même explorer des choses sans répondre de manière tranchée et donc d'aller à l'encontre de notre devoir de réserve. C'est que, on le disait tout à l'heure, les enseignants sont aussi des êtres humains, les enseignants sont eux aussi concernés par les problèmes de santé mentale, les enseignants sont comme d'autres employés, alors nous notre employeur est l'État, mais comme d'autres employés éventuellement dans le secteur privé, parfois fatigués, parfois ont envie d'une autre carrière, parfois ont envie d'autre chose, et que si effectivement des processus d'accompagnement peuvent exister, je pense qu'il faut les accompagner et les entendre, parce que une école qui va bien, c'est d'abord une institution qui va bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper correctement des élèves si soi-même on ne va pas bien. Et ça à tout niveau et pour tous les personnels, c'est-à-dire qu'on soit personnel administratif d'un rectorat, qu'on soit assistant d'éducation dans un collège ou un lycée, qu'on soit professeur des écoles, directeur d'une école élémentaire ou maternelle, personnel de direction, CPE, personnel des départements ou des régions qui interviennent à tous les niveaux comme agents dans les établissements scolaires ou enseignants et enseignantes, si on ne va pas bien, on ne peut pas s'occuper correctement des élèves. Et c'est déjà collectivement, il faut qu'on prenne soin de nous pour faire en sorte que l'école aille bien. Et effectivement, après, la question des moyens humains, c'est quelque chose qui se discute par voie syndicale, par voie législative parfois, etc. Et que malheureusement, il ne nous appartient pas de trancher. Sinon, comme tout bon prof, on serait des dictateurs en puissance et on aurait des solutions. Mais en vrai, oui, c'est évidemment, plaisanterie mise à part, quelque chose qui est délicat. Les remontées de la grande consultation qu'il y a eu des élèves qui a été présentée montre que les élèves, en plus du rythme de leur journée, se plaignent du nombre d'élèves qu'il y a dans les classes. C'est quelque chose sur lequel nous on n'a aucun pouvoir d'action. Voilà, ça nous à notre échelle on ne le peut pas. On aide en fonction des moyens qui nous sont donnés, voilà. Et on aide au mieux, comme on peut. Et effectivement, la préoccupation actuellement est vraiment... Ça fait partie, avec les compétences psychosociales, d'aider au mieux aussi bien élèves que personnel. Oui, et puis il faut pas oublier que pour l'école, pour l'école, rien n'est gratuit, comme dans le reste de la société. C'est-à-dire que les photocopies se payent, l'électricité se paye, le chauffage se paye, la culture se paye.
diffuser une œuvre à des élèves, on est censé la payer, hein, donc on la paye, on doit la déclarer, etc. Et on la paye très cher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe-droit dans l'éducation nationale, et quand il manque effectivement des choses dans les établissements, c'est parce qu'en fait l'établissement a déjà consommé son budget sur l'électrique, le chauffage, le reste. C'est évidemment, l'inflation, elle touche aussi l'éducation nationale, et évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on a eu une augmentation de parfois 400% des factures d'électricité et de chauffage à partir de 2022, là clairement, oui, il y a des sorties qui ne sont plus faites, il y a un accès à la culture qui ne se fait plus, il y a des financements de projets qui tombent à l'eau. Et alors évidemment, si ça tombe à l'eau, quand même les collègues qui ont bien su réagir également et qui se sont évidemment là pour continuer les projets existants. Mais là, ce que tu disais en début d'interview, hein, la principale qualité qu'on est censé acquérir si on veut s'épanouir dans ce métier, c'est de s'adapter. Non. Donc oui. Et puis parfois à des choses auxquelles on s'attendait pas. Oui, effectivement. Merci beaucoup. C'était un superbe épisode. Juste avant de finir, on a une petite tradition qu'on aimerait respecter, puisqu'on a un petit quelque chose pour chacun de nos invités. C'est prévu pour une personne. Donc alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Alors ça s'ouvre, j'imagine. Oui, ok, j'ouvre. Oh là 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 là. Eh ben écoute, on a un magnifique stylo bleu. Ouais, regarde ça. Merci. Alors celui-là, merci à vous. Je vais l'utiliser très rapidement, à la fois pour mes prises de notes sur mes préparations de cours et quelques commentaires, parfois salés, parfois moins, sur les copies. Merci beaucoup, c'est très chouette. Salés sur les copies, ils sont toujours professionnels et ils abordent toujours des sujets de pédagogie, c'est fou ça. On fait comme on peut. Oui. On fait comme on peut. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Merci de votre accueil.